On parle de près de 52 milliards de dollars par an. 52 milliards de dollars par an, juste pour faire une image, là, c'est 1 milliard de dollars par semaine. Mais ça, c'est l'argent des Québécois. Qu'est-ce qui te qualifie pour nous parler de politique? Mon passé en politique. Salim Idrissi is a political analyst. On en parle avec Salim Idrissi, analyste politique et ancien stratège libéral. Ancien conseiller politique au Parti libéral du Québec, Salim Idrissi. Salim Idrissi. C'est que Salim Idrissi, ancien conseiller politique, c'est avec nous Salim Idrissi, consultant en affaires publiques chez Imperium. Bonjour Salim. C'est maintenant le moment de la chronique politique de Salim Idrissi. Si j'ai travaillé en politique, forcément, ça veut dire que minimalement, j'en ai eu. Donc, effectivement, j'ai milité. L'augmentation du coût de l'épicerie, l'immigration, la quasi-impossibilité de trouver un médecin de famille, le coût des maisons, des appartements, la fragilité de la culture franco-québécoise. Oui. La crise du logement, le retour d'une équipe de hockey à Québec. Est-ce qu'au Québec, on a fait faux bond ou on a fait une gaffe? Dans un monde où les emplois veulent plus rien dire. Tu sais, restructuration, bang, voilà, 250 emplois perdus dans telle entreprise. L'intelligence artificielle arrive, boum. Des gens qui pourraient plus jamais retrouver un emploi. La montée des cliniques privées d'accès aux services publics. D'arrêter l'augmentation des prix à l'épicerie. On a ouvert la porte au privé. Les gens sont écœurés, ils ont l'impression qu'on profite de leur malheur. Mais c'est pas facile, hein. Je te le dis, Bernard, honnêtement, là, tous les gouvernements veulent faire ça, et c'est pas toujours évident. Est-ce que le climat est rendu trop toxique? Est-ce que le climat actuel nous prive de politiciens? C'est sûr. De qualité. C'est certain, 1000%. C'est même très grave parce qu'on a au Québec des gens d'un grand talent qui pourraient être des politiciens exceptionnels, qui pourraient servir le public de la meilleure des manières. Et c'est des gens qui ne se présenteront pas parce qu'ils se font ramasser. Au Québec, dans le fond, on nous demande de voter pour quoi? Ça touche ton identité. Donc, ton choix rationnel, il couvre aussi une partie de ton choix émotionnel qui est le français comme langue québécoise, la culture québécoise, l'identité québécoise, les valeurs québécoises. Donc, c'est aussi ça, se défendre. Donc, la question, c'est... Est-ce que le climat est rendu trop toxique? Salim, une question que je reçois souvent, que je pense qu'il prend tout son sens, surtout aujourd'hui, c'est, en gros, comment voter? Pas juste pour qui ou pourquoi je devrais voter, mais juste comment voter un peu, comment ça fonctionne. Et c'est toi la personne à qui j'ai pensé poser la question, mais au cas où les gens ne te connaissent pas, qu'est-ce qui te qualifie pour nous parler de politique? Probablement mon passé en politique, comme conseiller politique de plusieurs députés et ministres pendant un certain nombre d'années. Bon, il se trouve qu'à l'occasion, je commente la politique dans les médias, je tiens un podcast. Mais c'est quoi un conseiller politique en passant? Juste parce qu'on parle pas d'un conseiller municipal nécessairement. Non, mais c'est une bonne question. En fait, un conseiller politique, ce n'est pas un élu, donc on ne siège pas dans aucun parlement, que ce soit au fédéral, provincial ou municipal. Un conseiller politique est plus là pour accompagner les élus dans la réalisation de leurs objectifs politiques, parce que, admettons, un ministre a tellement de dossiers, il peut pas être au four et au moulin tout le temps, là, c'est impossible. Donc, il a des conseillers politiques en charge d'un certain nombre de dossiers, des conseillers politiques qui sont capables d'aller en profondeur dans quelque chose, de le présenter au ministre, de le conseiller, de l'orienter et aussi de l'aider à la mettre en œuvre à l'intérieur d'un ministère, au niveau du Parlement, des échanges qu'il peut y avoir, période de questions, commission parlementaire, s'il y a des projets de loi, etc. Il n'y a aucune chance que je fasse ça dans la vie. Maintenant que tu me dis ça, l'implication politique me semble tellement intense et demandante. Tu me dis ça, puis je suis comme, waouh, ça, c'est juste les choses qui débordent à première pensée. Donc, waouh, ça me fascine. Je salue tellement les gens. Puis, juste à des titres de divulgation, de disclaimer, comme on dit en bon français, toi, as-tu déjà des partis pris? Quelles sont tes affiliations politiques si tu en as actuellement? Alors, si j'ai travaillé en politique, forcément, ça veut dire que minimalement, j'en ai eu. Donc, effectivement, j'ai milité pour le Parti libéral du Québec, donc au niveau du Québec, donc de la politique provinciale, on va dire ça comme ça. Puis j'ai travaillé sous les gouvernements de Jean Charest et de Philippe Couillard auprès de divers élus et ministres. Donc voilà. OK, parfait. Donc, pour quiconque doutait de ta qualité, je pense, en tant qu'interlocuteur,
Je pense qu'on est good. Non, effectivement, mais juste à préciser quand même qu'au moment où on se parle, je n'ai pas de fonction politique. Donc, je la commente à travers un prisme qui est le mien. Donc, je me qualifie comme étant un libéral classique. Donc, un libéral classique, ce qui se rapproche le plus aujourd'hui, c'est le Parti libéral du Québec. Mais donc, avant d'être affilié à un parti politique, je suis plutôt affilié à des idées, à une philosophie de vie, à une vision de la société. Parfait. Mais j'aime ça. Merci de la nuance. Salim, ce que je vais faire, c'est une petite ronde vite, rapid fire. Parce qu'une des questions, comme j'ai dit, que j'aimerais qu'on aborde, c'est vraiment comprendre un peu, on vote. Pourquoi? Puis surtout, comment voter. Pas pour qui voter, mais je veux juste comment voter dans la mécanique, dans la réflexion, puis comment avoir une meilleure idée de ça, c'est ou c'est pas ce que je veux pour l'endroit où je vis. Là, parce que si on le choisit pas, ben, à un moment donné, on le subit. Fait que je te pose des questions, je te fais ça en rapid fire. Ouais. Tu me dis si oui ou non, ça relève du gouvernement provincial. Oui. Les choix de réponse sont oui, non, et puis si c'est vraiment délicat, là, tu peux faire une phrase. OK. Est-ce que ça relève du gouvernement provincial? Les nids de poules, Non. les pistes cyclables, Non. l'immigration, Oui. l'augmentation du coût de l'épicerie. Oui. All right. La quasi-impossibilité de trouver un médecin de famille. Oui. La disparition du Benny sur la 40 entre Montréal et Québec. Non. OK, on va parler à la famille Benny. La fragilité de la culture franco-québécoise. Oui. Le coût des maisons, des appartements. Oui. Le retour de la Coupe Longueuil. Non. Le retour d'une équipe de hockey à Québec. Non. L'eau potable. Oui. Le déneigement. Non. La disparition graduelle des hockeyeurs québécois. Non. Les changements climatiques. Oui. OK. La crise du logement. Oui. 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 OK. Point de vue santé, la montée des cliniques privées, possiblement aux dépens de l'accès aux services publics. Oui. OK. Fait que c'est... Tu sais, ça me permet de dresser un peu... ou de rétrécir la lentille. Selon toi, là, au provincial, on vote pourquoi? Tu sais, à l'aube d'une élection provinciale, quand ça va arriver, en temps et lieu, dans le fond, on nous demande de voter pourquoi? Tu sais, sur quoi je me base un peu, là? Sans tomber dans les partis, juste dans le... Alors, au niveau du Québec? Oui. Alors, au niveau du Québec, évidemment, ben, c'est les champs de compétences du Québec sur lesquels les politiciens se prononcent. Mais généralement, les gens pensent à ce qui les touche directement. Généralement, c'est santé, éducation, économie, beaucoup, hein, bien sûr. Ensuite, il y en a d'autres, des raisons. Mais disons que santé, éducation sont souvent ce qu'il y a de plus demandé. Et je dirais, aujourd'hui, plus que jamais, l'accès au logement. OK. Puis, quand tu dis économie, parce que ça touche à tout, là, tu sais, fait quand on... je pense à quoi quand je pense au niveau... Tu sais, quand je me dis, j'aimerais ça que mon gouvernement puisse faire ceci, commence à faire cela, règle cela, tu sais, au point de vue économie, qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Ben, alors, l'économie, déjà, pour un individu, évidemment, ben, c'est d'être en mesure non seulement d'avoir un emploi et donc un salaire, un revenu, mais c'est aussi d'être en mesure, avec son salaire, avec son revenu, d'être capable de vivre dignement et d'améliorer aussi sa vie. Hein. Plus on va dans le temps, l'être humain aspire à améliorer ses conditions aussi, donc d'avoir aussi des aspirations. Et donc, c'est comme ça que moi, je le vois, l'économie. Alors pour ça, ça prend une situation, c'est-à-dire un contexte économique favorable à ce que les entreprises créent de la richesse et donc ils ont besoin des gens pour travailler, donc ils vont payer. Mais aussi, c'est aussi les questions de taxation. Hein. Il y a des gens qui gagnent leur vie, mais qui sont étranglés par les taxes, les impôts, par diverses politiques publiques qui sont trop lourdes pour ces personnes-là. Et donc, il faut trouver le juste équilibre entre ton revenu disponible et ta capacité de payer ce dont
tu as besoin. Fait que tantôt, quand je te posais la question en rapid fire, puis justement, je parlais du hausse du panier d'épicerie, par exemple, qui en est un, je pense que tout le monde peut facilement constater. Que pourrait potentiellement faire le gouvernement, et y compris qu'est-ce qu'il ne pourrait pas faire? Il y a plusieurs éléments. Hein. Donc, si on vient à voir ce que des gouvernements, là on parle en général, hein, évidemment. En général, il y a des gouvernements qui parfois aident les citoyens à avoir un revenu disponible. Tu sais, quand on dit on va remettre de l'argent dans la poche des Québécois, donc c'est généralement s'assurer, alors, soit de baisser des taxes ou des impôts. C'est pas d'en remettre, ça c'est en enlever un peu moins techniquement. Exactement, c'est en enlever un petit peu moins. Non, mais tu sais, par exemple, il y a un certain nombre d'années, renouveler son permis de conduire coûtait 100 et quelques dollars. Aujourd'hui, je pense que ça coûte aux alentours de 40 dollars. Donc tu sais, il y a peut-être un 60-80 dollars de différence entre il y a quelques années et aujourd'hui. Donc, c'était une manière de permettre à des gens de payer un petit peu moins les tarifs, les impôts et les taxes. Tu sais, il n'y a pas juste ça. Hein. Il y a aussi, parfois, c'est progressif, hein, dans le sens que parfois, il y a les gouvernements voient des revenus un peu plus faibles où on leur retourne de l'argent, soit par des chèques, on a vu ça avec M. Legault à un certain moment donné, soit dans leur déclaration d'impôt, où on s'arrange pour qu'il y ait des crédits d'impôt qui leur permettent de sortir la tête hors de l'eau. Donc, c'est ça. Mais ensuite, le coût de la vie, c'est pas juste comment combler, c'est aussi voir comment faire en sorte d'arrêter l'augmentation des prix à l'épicerie. Alors, par exemple, donc est-ce que c'est des taxations, au contraire, des entreprises qu'on essaye de revoir, de manière à ce que les entreprises, si elles ont un peu d'oxygène, seront peut-être moins tentées d'augmenter leur prix. C'est aussi le genre de choses qui se passe. Puis là, il y a une multitude d'outils pour permettre en tout cas, pour s'attaquer au coût de la vie. Mais c'est pas facile. Hein. Je te le dis, Bernard, honnêtement, là, tous les gouvernements veulent faire ça et c'est pas toujours évident. Puis c'est une chose de réduire le coût de la vie. C'est une autre chose d'augmenter la capacité des gens de l'assumer. T'sais, en gros, soit que ça me coûte moins cher ou je fais plus d'argent, c'est pas les mêmes leviers. Puis je sais que c'est pas simple. Moi, je dis toujours, nothing's free. Ouais. Tout est un échange. Exact. Puis, on l'a vu pendant il y a 6 ans maintenant, pendant la COVID. Le ministre fédéral, le premier ministre à l'époque, Justin Trudeau, à un moment donné, il s'est juste dit, on va envoyer de l'argent à tout le monde. C'est ça. Puis là, ensuite, les gens disent, le coût de la vie a augmenté. Ben oui, si tu donnes plus d'argent à tout le monde, le coût de la vie augmente. Je veux dire, historiquement, on le sait, partout dans le monde. Inflation. Tu imprimes de l'argent, le coût de tout augmente. Exact. Mais ça relève moins du Québec, mais on le subit quand même. Fait que alors, ça relève... Alors, en fait, oui, ça peut relever du Québec. Il se trouve que le gouvernement fédéral peut aussi le faire parce que dans le champ de compétences du fédéral, il y a aussi d'autres outils, hein, y compris la Banque du Canada qui fixe ses taux d'intérêt en fonction des politiques financières et fiscales du gouvernement fédéral, etc. Mais au niveau du Québec, oui, ça peut se faire. M. Legault, à un moment donné, avait envoyé aussi des chèques à un certain nombre de personnes en dessous d'un certain niveau de revenus, etc. Donc, ça peut se faire. Mais c'est pas juste ça, hein, parce qu'il y a aussi augmenter le salaire minimum. Mais encore une fois, c'est toujours une question d'équilibre, parce qu'augmenter le salaire minimum, ça vient avec son retour du balancier. Est-ce que tu risques pas de détruire un certain nombre d'emplois à cause de ça? Ou de payer 9 $ pour un café et puis deux beignes au Tim Hortons. Ouais, exactement. Mais il y a des PME, puis au Québec, on a une économie de PME. Hein. Tu sais, c'est bien beau de parler des grandes entreprises dont on est très fiers, hein, que ce soit les Bombardier, Atkins, Realis, et j'en passe. Il y en a des dizaines de très belles entreprises québécoises qui sont des succès, mais on reste une économie basée sur les PME, puis il y a des PME qui ne seraient pas en mesure de payer plus cher certains employés. Donc, il faut trouver cet équilibre. Puis cet équilibre est extrêmement difficile à atteindre pour n'importe quel parti politique au pouvoir. Sans compter qu'il n'est jamais permanent. Exactement. C'est quoi, dans ce cas-là, soit un stéréotype ou quelque chose que les gens semblent croire par rapport à la politique, surtout provinciale, au Québec, qui est faux? En ton expérience, quelque chose comme si seulement les gens pouvaient arrêter de croire tel truc. C'est de dire que
qu'il y a des services qui sont gratuits. La santé, par exemple, c'est OK. pas gratuit. C'est tellement pas gratuit là, qu'on parle de près de 52 milliards de dollars par an. 52 milliards de dollars par an, juste pour faire une image à ceux qui nous écoutent, là, Ouais. c'est 1 milliard de dollars par semaine. Ça, il y a 52 semaines dans une année. 52 milliards, c'est le budget de la santé. En tout cas, je ne dois pas être très loin, là. C'est à peu près ça. C'est 1 milliard par semaine. C'est énormément d'argent. C'est énormément de taxes et d'impôts des contribuables comme toi, moi et ceux qui nous écoutent, mais aussi des entreprises et des PME, etc. C'est beaucoup d'argent. Les gens pensent que c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit. Donc, à chaque fois qu'on souhaite quelque chose ou qu'on souhaite que le système de santé fasse pour nous, qui n'existait pas il y a 1 an, 2 ans, 10 ans, eh ben, c'est de nouveaux frais et ça coûte. Puis finalement, on le paye où? Tu sais, quand tu dis que ça coûte, Alors, ça, on paye ça où? Alors, ben c'est nos taxes, nos impôts. On va acheter quelque chose dans un commerce. Il y a une partie de la taxe qu'on paye, là, la TVQ, qui est un revenu donc pour l'État, pour le gouvernement du Québec. Il y a l'impôt des particuliers. Donc, toi, moi, on gagne nos vies. Alors, nos revenus sont imposés. Les entreprises, pareil. Toutes les entreprises, quelles qu'elles soient. Bon, ensuite, il y a aussi certains revenus de l'État qui se font à travers certaines sociétés d'État, comme la SAQ, la Société des alcools du Québec. C'est un monopole d'État. Donc, les revenus que fait la SAQ se retrouvent dans le pot commun là, du gouvernement du Québec. Pareil pour l'Auto-Québec, etc. Et tout ça, c'est à peu près quoi, 140 milliards de dollars, en fait, ou peut-être plus, je ne sais pas, mais en tout cas, 140 milliards de dollars de revenus. Puis après ça, on fait un budget qu'on essaye de balancer au gouvernement du Québec. Mais ça, c'est l'argent des Québécois. Donc, ça nous coûte. Donc, quand on dit que le système de santé est gratuit parce que je rentre à l'hôpital avec ma carte d'assurance maladie, c'est faux. C'est une carte de crédit d'assurance maladie, essentiellement. Tu sais, c'est... Oui, en fait, c'est la carte qui te permet de rentrer dans un système que tu n'as pas payé au moment de rentrer ou d'en sortir. Tu l'as payé en réalité avec tes taxes et tes impôts pendant toute l'année. C'est un peu comme l'assurance, finalement. Y compris si j'y vais 14 fois dans une année à l'urgence, ultimement, ma façon de parler, comme si je faisais 14 réclamations d'auto, le coût de l'assurance augmenterait. C'est sûr, forcément. Puis il y a l'autre affaire. On va faire ça un petit peu à l'absurde. Allons-y. Enlevons le système de santé complètement. Admettons que la santé, là, il y a $0 qui est investi. Le gouvernement du Québec économise 52 milliards de dollars. Il y aurait tellement d'argent en plus qu'ils ne sauraient pas quoi en faire. Donc, dans le fond, c'est là que tu baisses les impôts. T'sais? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tes impôts, tu payes pour les services que le gouvernement t'offre. Je parle de la santé parce que je trouve que c'est celui qui est le plus représentatif, mais la réalité, c'est que tu as aussi le système d'éducation qui est gratuit et universel. Il y a peut-être, en tout cas, ou très, très, très faible ce qu'il y a à payer là, annuellement. Là. Et puis, dans les universités, alors elles sont payantes, c'est vrai, mais elles le sont moins qu'ailleurs au Canada et encore moins qu'aux États-Unis. Parlons justement du contexte des États-Unis. À chaque temps en temps, on entend « Ah, aux États-Unis, le coût est tellement plus bas, ils n'ont presque pas d'impôts. » Puis on entend toujours, on choisit bien le cas qu'on veut. Hein? Quand les gens parlent soit de la Floride, souvent, parce que c'est un qui est plus près, qui est plus commun qu'on entend parler. Les gens ne me parlent pas du Wyoming, les gens ne me parlent pas de tous les autres États. Mais on me dit souvent « C'est moins cher. » Je suis comme « Oui puis non. » C'est-à-dire que quand on dit « nothing's free », eux, souvent les Américains, on dit qu'ils payent moins d'impôts ou de taxes. Mais en échange, il y a beaucoup de choses qui ont des coûts ridicules là-bas, y compris leur système légal là, qui est... Effectivement. Mais alors, quand on va aux États-Unis, Oui. Moi, je te le dis, je préfère tomber malade au Canada, en étant Canadien, Québécois en particulier, plutôt que tomber malade aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, il y a, oui, des assurances privées. Il n'y a pas nécessairement d'assurance publique. Hein. Obama s'était essayé, le fameux Obamacare, puis qui a été un peu démantelé, malmené par les administrations Trump qui ont suivi. Bon, qu'importe, mais aux États-Unis, c'est très compliqué. Ensuite, il y a les assurances privées. C'est pas vrai qu'elles payent toujours. Il y a souvent beaucoup de conflits entre
les gens qui doivent payer ou non. Tu arrives à l'hôpital, ils ont parfois besoin de certaines autorisations de l'assurance avant que tu obtiennes tes soins. Et puis parfois, c'est une question de vie ou de mort. Ouais, Puis, on a entendu des histoires d'horreur de choisis quel doigt tu veux garder, ton assurance en couvre seulement un sur deux. Voilà, en fait, c'est très bien. C'est une belle caricature, mais c'est pas une caricature, j'ai vu ça dans un tu l'as vu pour documentaire. vrai? Ouais, vraiment. Là. C'est très fort probable. Il y a des films basés sur des histoires vraies aussi qui existent. Puis c'est pas de la fabulation, c'est une réalité. Maintenant, c'est vrai, Bernard, lorsqu'on va aux États-Unis, parfois on peut être jaloux de certaines choses. C'est que quand tu rentres dans une clinique, admettons, là, puis que tu as un petit bobo, puis que le prix pour te faire soigner est raisonnable, t'attends pas 18 heures dans les urgences ou 22 heures dans les urgences. Tu rentres, t'obtiens ton truc, merci, bonsoir, t'en ressors. Mais encore une fois, là, on est quasiment dans l'anecdote. Là. Ouais. C'est pas une réalité. J'avais croisé, moi, des gens de la région de Détroit qui travaillent comme ingénieurs dans l'automobile, tiens. Très bien payé, très bien payé, mais il me parlait de qu'est-ce qu'il payait en assurance. Ouais. C'était énorme ce qu'il payait. Puis ensuite, pour avoir accès à ces assurances, il devait encore payer. Donc, je peux te dire qu'on n'est pas si mal au Canada. Puis c'est une fierté, cette loi qui est pan-canadienne sur l'assurance, en fait, sur la santé universelle, si tu veux. Même si ce sont les provinces qui l'administrent, puisque c'est de compétences et de juridiction provinciale. OK, parfait. Puis justement, c'est quelque chose que j'expliquais à quelqu'un l'autre jour, parce que je l'ai découvert ces dernières années, parce que je me posais la question. Ça fait 52 ans qu'on a de l'assurance maladie au Québec. Oui. C'est arrivé en 74. Oui. Fait que ça, c'est un concept que pour beaucoup de gens qui vont écouter, ça a toujours été, mais ça n'a pas toujours été. Non, ça n'a pas toujours... non, effectivement, ça n'a pas toujours été. Si je ne m'abuse, c'était un médecin... un ministre de la Santé, Claude Castonguay, qui avait mis en place à l'époque l'assurance... la RAMQ, l'assurance maladie. Puis non, ça n'a pas toujours existé. Puis je peux te dire qu'aujourd'hui, ça coûte tellement plus cher parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, tout coûte plus cher 52 ans plus tard, mais les médecins coûtent cher. On voit ça avec les négociations. Puis là, je vais sursimplifier parce que sinon, tout est nuancé, là, mais il faut commencer par la simplification avant côté-là. Là. Oui. Est-ce que les médecins sont généralement trop payés? Tu sais, version de base, là. Regarde, à partir du moment où tu vois la moyenne de leurs revenus, on peut dire que oui, les médecins sont très bien payés. Mais ensuite, il faut tout remettre dans un contexte. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que disons que les médecins ne sont pas ceux qui sont à plaindre au Québec dans leurs revenus. Mais ensuite, il y a toute une réalité évidemment qui est propre à la pratique de la médecine. Et ensuite, il y a une réalité propre à chacun, puis il y a une réalité propre à une forme de marché. Je déteste parler de marché lorsqu'on parle de médecine parce qu'on parle quand même de la vie et de la santé des gens et de concurrence qui vient troubler un petit peu tout ça. Et donc, on veut avoir plus de médecins au Québec. On veut aussi les garder au Québec parce qu'on ne veut pas qu'ils aillent ailleurs au Canada ou aux États-Unis ou à l'international. Puis on veut aussi qu'ils soient dans le giron public. Ouais. Parce que dans le giron public, ça permet de toucher un plus grand nombre de Québécois. C'est la même discussion que pour des athlètes, pour des joueurs de hockey, par exemple. À quel point quelqu'un de 23 ans a besoin de faire 8 millions de dollars? À quel point est-ce raisonnable? Je dirais d'autres de pourquoi cette personne-là fait exactement, par exemple, 600 000 dollars en tout respect. Puis j'ai pas la réponse à ça. J'ai pas assez d'informations pour avoir une opinion, mais j'ai une réaction. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose de philosophique à ce que tu viens de dire. C'est très important parce que, tu sais, le joueur de hockey, il n'a peut-être pas besoin de 8 millions de dollars par année. Et la différence, c'est que le joueur de hockey, là, qui existe ou qui n'existe pas, ça ne change pas la vie fondamentalement des gens. Oui, on peut aimer le hockey, mais ça ne te soigne pas de jouer au hockey. Un médecin, ça te soigne, ça te permet de rester en santé, d'avoir une qualité de vie, rester proche des tiens et de contribuer à la société aussi, parce que quelqu'un de malade, c'est quelqu'un aussi qui ne travaille pas, qui ne produit pas, qui ne contribue pas à la société aussi par les revenus qu'il donne à l'État, qui permettent de financer la santé, l'éducation et j'en passe.
Donc, un médecin devrait faire 8 millions de dollars comme un joueur de hockey. Alors, oui, non, mais tu sais, la seule affaire, c'est que, voilà, ensuite, on peut rentrer dans les modèles d'affaires. mais moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'un médecin ou que des médecins soient bien, voire très bien payés, sincèrement, ça ne me dérange pas à partir du moment où on ne sombre pas dans quelque chose, comment dire, d'excessif au point où les gens sont écœurés, ils ont l'impression qu'on profite de leur malheur en termes de santé pour enrichir du monde. Parce que là, tu veux aussi que les Québécois, que la population croit dans son système et dans la façon dont fonctionne le système. Ouais. Et pas avoir l'impression de se faire avoir, parce que fondamentalement, c'est leur argent. Oui, c'est un peu ça. Puis ça m'emmène, puis là, on prend le virage santé. Est-ce qu'au Québec, on a fait faux bond ou on a fait une gaffe quand on a ouvert la porte au privé? Puis je sais que c'est proche parce que c'était dans des administrations où tu conseillais. Puis ça s'est pas fait d'une façon hors de tout doute, ou pour éviter le cynisme, on s'entend. Là. Je pense que back in the day, c'est Philippe Couillard qui essentiellement il a dit oui, en gros, je sursimplifie, là, mais comme il a signé OK, c'est correct le privé, il a démis sa démission le lendemain, puis il était rendu sur le cabinet d'une place de privé. Je veux dire, wow! Mais en même temps, shame on us, parce qu'on l'a élu plus tard. Fait que, je veux dire. Mais est-ce qu'on a fait faux bond? Est-ce qu'on a fait une erreur? Avec le recul. Oui. Alors, mon opinion, c'est que on a résisté longtemps au Québec, au privé. Pourquoi? Parce que justement, on ne voulait pas qu'un Québécois ou une Québécoise malade se rende à une clinique et doive sortir sa carte de crédit plutôt que sa carte d'assurance maladie. Mm-hmm. C'était l'objectif. Mais il se trouve que, pour tout un tas de raisons, notamment de gouvernance, le ministère de la Santé, le système de santé dans son ensemble, commençait à devenir, d'une certaine manière, trop mammouth, trop énorme. Il y avait un manque d'efficience, etc. Puis surtout, aussi un manque de personnel, comme des médecins ou des pharmaciens, des pharmaciens parfois aussi. Et le personnel infirmier. Infirmier, le personnel de soutien. Exactement. Qu'on pouvait retrouver parfois dans le privé. Puis dans le privé, il y avait des salles qui étaient ouvertes et des médecins qui attendaient. Donc là, on se disait, mais là, on ne va pas laisser des gens sur des listes d'attente pendant des mois et des années, lorsque dans le privé, on peut les soigner. Donc l'idée ici, c'est pas de pousser un Québécois ou une Québécoise à aller payer pour son opération, mais c'est de voir comment le privé peut contribuer à désengorger les urgences, désengorger les listes d'attente. Donc, dans le fond, ce serait payé quand même par l'assurance maladie du Québec, mais ce serait pratiqué dans le privé. Donc, l'ouverture au privé, moi, je pense que c'est une bonne idée. Il faut juste le faire de la bonne façon. Oui. Puis, je pense que le souci de beaucoup de gens, c'est qu'on se retrouve dans une situation où on n'a pas accès aux mêmes services. Et c'est quelque chose qui, à mon expérience, se concrétise un peu. Alors, lorsque quelqu'un paye de sa propre poche, parce que le privé, là, ça existe, bien sûr, ça, je suis bien d'accord, ça se peut que ça arrive qu'il y ait une différence entre le privé et le public, et encore parce que, sincèrement, les services au niveau public sont quand même, sont quand même très bons. Sont excellents. Quand tu es pris, j'ai toujours dit, une fois que tu es pris en charge... Ouais. C'est, je pense, le meilleur système au monde. Ce qui est difficile, c'est d'entrer. D'entrer, absolument. C'est au niveau de l'entrée, ça, je suis bien d'accord avec toi. C'est sûr qu'à un moment donné, c'est pour rentrer dans le système, il y a des gens qui vont mettre 400, 500, 600 $ pour aller voir un médecin dans le privé, puis par la suite vont recevoir les papiers là, pour aller se faire opérer, etc. C'est sûr que oui. Mais ensuite, encore une fois, quand je te dis que on peut bien faire les choses, c'est que dans la négociation entre le gouvernement du Québec et le privé en santé, ce soit bien balisé, bien encadré, de manière à ce qu'il n'y ait pas de différenciation parce que t'as un compte en banque plus rempli que celui de quelqu'un d'autre, par exemple. Là, tu sais. Ouais, non, j'avoue. Mais c'est pas simple. Non, c'est sûr que c'est pas simple. C'est pas simple. Puis, fait que, on a parlé justement de santé, quand tu dis dans les piliers, éducation, économie, puis j'ai mentionné aussi tantôt l'immigration, puis tu as dit oui, ça relève du Québec, mais tu n'immigrais pas
au Québec, tu peux choisir le Québec pour immigrer, mais tu immigres au Canada. Peux-tu expliquer peut-être la nuance là-dedans? Elle est très importante, cette nuance. D'ailleurs, tu sais, je me suis tenu à répondre par oui ou par non à ta demande, mais tu sais, c'était un oui du bout des lèvres, parce que en réalité, constitutionnellement parlant, l'immigration est de compétence fédérale, effectivement, mais au Québec, depuis 1991, c'est le Québec qui choisit son immigration, en tout cas, la grande majorité de son immigration, c'est-à-dire l'immigration économique. C'est le Québec qui l'a choisi pour des questions plus identitaires, là, donc choisir ceux, par exemple, qui parlent français. Enfin, en tout cas, mettre disons, les balises qui étaient importantes pour le Québec et qui étaient peut-être moins importantes pour le reste du Canada. Donc, oui, le Québec choisit son immigration économique. Ensuite, il y a une partie de l'immigration que le Québec ne choisit pas. C'est les demandeurs d'asile, parce que ça repose sur des accords internationaux qui sont ratifiés par le Canada, le gouvernement fédéral, et non pas par les provinces. Donc, c'est là où je te dirais que c'est la différence. Maintenant, on vient s'installer quand même au Québec quand on est immigrant, puis c'est auprès du Québec qu'on a un certain nombre de services. En fait, les services les plus importants, c'est les provinces qui les donnent. Donc, quand on s'installe au Québec, c'est le Québec qui les donne. Donc, santé, éducation, encore une fois, pour nommer que cela. Donc, oui, le Québec sélectionne. Oui, une fois que le Canada t'admet, tu peux t'installer où tu veux. Mais à partir du moment où tu t'installes quelque part, c'est la province qui t'offre ses services. OK. Donc, une fois de plus, c'est pas simple. C'est pas simple. Puis, fait que si j'ajoute ça avec on parlait de santé dans les grands piliers, santé, éducation, économie aussi, l'éducation est peut-être celui qui est le plus facilement lié à la province parce qu'on voit le logo provincial, notre beau drapeau. Le fleur de lys, j'ai appris que c'est même pas un fleur de lys. C'est notre fleur de lys, ça? Alors, sur le drapeau, c'est la fleur de lys, sauf que la fleur officielle du Québec, c'est l'iris idicolore, si je ne me trompe pas. Parce que, figure-toi, il n'y a pas de fleur de lys au Québec. Ce qui s'en rapproche le plus, c'est l'iris. Mais la raison pour laquelle on l'utilise, c'est pas parce que ça pousse au Québec, mais c'est parce que c'était le symbole de la royauté française. Et aujourd'hui, le symbole, non pas de la royauté, on a difficulté au Québec avec la royauté, mais disons que c'est un symbole plus de francophones. D'ailleurs, c'est la même fleur de lys qu'on peut voir sur le drapeau des Franco-Ontariens, par exemple. Oui, et sur le casque des Saints de la Nouvelle-Orléans, l'équipe de la NFL. Oui. C'est un fleur de lys et son or et noir. C'est ça. Leur couleur comme ça, c'est un gros fleur de lys. Puis la Nouvelle-Orléans, qui est un petit bastion, si on veut, de la francophonie aux États-Unis. Là. Effectivement. En passant, j'ai appris fun fact fun fact Internet, là, oui. avec à vérifier. Mais eux, ils disent en anglais « the Cajun », right? Tu connais l'expression, les Cajuns, de ce côté-là? Oui, right? oui. Cajun, ben, c'est juste écrit en français comme ça, Cajun. Puis Cajun, c'est juste les Américains qui ont tendance à mâcher leurs mots, soyons polis. C'est parce qu'ils ont à mal lire, à arrondir, right? Et ensuite à mâcher leurs mots. Donc, à vrai dire, Cajun, c'est juste, je parle mal, mais c'est acadien. We're Acadian, puis ils ont juste mal compris avec le temps pour dire Cajun. Oh, ben c'est super intéressant, je ne le savais pas. D'où le lien, ouais. Donc, le fleur de lys sur le casque des Saints, c'est identitaire et pourrait remonter à la même lignée, si on veut. Bon, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Et voilà. J'aimerais souligner que j'ai appris quelque chose à Salim. Oh, ben quand même. C'est moins à l'appui. Mais on parle justement, pour revenir à point de vue éducation. Fait que, tu sais, quand je vote pour un gouvernement, c'est les élections, choses comme ça, puis je me dis, OK, oui, la santé, oui, tu sais, par exemple, l'économie, puis on n'a pas parlé trop des entreprises ou de Luc Poirier et de d'autres, mais l'éducation, même truc, on jongle avec le privé, pas le privé. Fait qu'on vote pour quoi? Ou tu sais, c'est quoi les enjeux au niveau de l'éducation ces jours-ci pour lesquels on pourrait voter pour, contre, ou se dire ça, c'est important,
puis d'en parler à nos députés. Ben, tu sais, c'est un peu comme le système de santé. Il y a, j'ai envie de dire, le fond et la forme. Alors, la forme, déjà, on va commencer par ça. Ben, d'abord, c'est les besoins en termes d'infrastructures scolaires. Donc, d'avoir des écoles. Là, on en a construit beaucoup récemment, mais c'est toujours important parce que je le sais qu'il y a des gens qui sont même pas capables d'envoyer leurs écoles à l'école de quartier, doivent les envoyer un peu plus loin parce que l'école de quartier est trop pleine. Ouais. On voit ça dans plusieurs places au Québec, puis donc ça veut dire qu'il y a un besoin de ça. Ensuite, les écoles ont besoin d'amour parce que beaucoup ont été construites il y a vraiment très longtemps, puis parfois sont vétustes. Donc tu vois, donc c'est malin. Oui. Moi, des fois, les gros mots, ça m'intimide, Salim. Vétus, ça veut dire... Donc, en décrépitude, disons que c'est en train de... alors, par exemple, il y a des fenêtres qui sont mal isolées. Okay. Tu sais, c'est un peu vieux, donc c'est... comment dire, pas scrap, mais pas loin. Voilà. Pas scrap, mais pas loin. Donc tu sais, c'est mal isolé. Il n'y a pas de... Comment on appelle ça? Des échangeurs d'air. Parfois, ça prend d'ouvrir des fenêtres en plein hiver pour aérer. Écoute, j'en passe, là, tu sais, parfois, c'est des choses vraiment qui sont assez... écoute, je veux pas donner l'impression que je suis spécialiste de ce dont ont besoin les écoles, là, mais je sais quand même qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont des besoins très importants. Et ça, c'est déjà au niveau de la forme, au niveau, donc, infrastructure, tu sais, des cours d'école qui se tiennent, des endroits pour faire du sport, etc. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est, je te dis, ce que j'appelle la forme. Ensuite, il y a le fond. Le fond, donc, c'est la raison même de l'école. C'est, tu sais, y a-t-il assez d'enseignants? Écoute, à un moment donné, on cherchait des enseignants, il n'y en avait pas. On cherchait des aides scolaires, il n'y en avait pas. On était rendu à juste trouver des adultes de 18 ans et plus pour aller dans des écoles. C'est quand même un peu fou, là, tu sais, quand t'emmènes ton enfant à l'école, tu t'attends à ce qu'il ou elle reçoive, comment dire, une éducation par des professionnels de l'éducation qui ont étudié en éducation. Tu sais, c'est le b.a.-ba. Donc ça, c'est très important. Des orthopédagogues, les enfants, parfois, il y a autant de... Enfin, ils sont tous différents. Chacun vit. Tu sais, il y a des enfants qui vivent avec des conditions particulières. Ça peut être de l'autisme, ça peut être du TDAH, ça peut être... Donc, il va falloir les accompagner. Puis, à l'inverse, il y a aussi des enfants qui sont très avancés, qui frôlent quasiment une forme de douance, etc. Puis là aussi, il faut les aider parce que ça peut avoir un impact psychologique, puis prévenir le décrochage scolaire, etc. Il y a beaucoup de choses. Donc, tu as besoin de ça. Puis là, les gens, évidemment, quand ils voient que dans le système scolaire, et moi, ça m'est arrivé d'ailleurs, mon premier enfant, dans la même année scolaire, mon enfant a eu 3 enseignants différents, tu sais, puis donc pour la stabilité, l'apprentissage, etc., c'était pas évident. Tu sais, quand tu vois ça, tu sais, ça te fâche, puis tu te dis, c'est pas normal, ça devrait pas se passer. Alors, ensuite, il y a carrément le contenu, hein, parce qu'ensuite, il y a on est dans une société, les gens ont des valeurs, donc, qui parfois sont pas nécessairement partagées, mais parfois, c'est le gouvernement qui dit, mais nous, on pense que c'est comme ça que ça devrait se passer, tu sais, ça peut fâcher sur divers sujets, tu sais, la sexualité à l'école, il y a des gens qui étaient très, très favorables à ça en se disant, ben oui, il faut qu'ils apprennent ça très jeunes, savoir ce qu'il en est, etc. D'autres qui te disent, ben non, nous, on est plus conservateurs, ça, c'est des choses qu'on apprend à la maison, on veut avoir encore la main mise là-dessus, etc. Je te passe aussi sur toutes les questions, bien sûr, de diversité qu'il peut y avoir. Mais pourquoi il faut passer? Moi, je serais curieux, tu sais, puis justement, avec ça, je pense que c'est un enjeu, le point de vue, je détecte un épuisement je vais appeler ça de diversité. C'est-à-dire, le discours de diversité absolue comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est un point super sensible. Parce qu'il y a je pense qu'il y a une impression de beaucoup de gens qui ont l'impression de subir la diversité, mais sont comme, OK, oui, mais, tu sais, oui, mais... Ouais. De ce côté-là. Puis, tu sais, je pense, soit qu'on le voit, soit qu'on l'entend plus rapidement avec les écoles. Peut-être parce que ça touche, on parle aux enfants avec ça, comme ça, tu sais. Ça, dans quel contexte ça rentre, justement, politique, tu sais, puisqu'on est dans les piliers avec ça, puis je pèse sur pause, c'est l'éducation. Mais tu sais, c'est quoi tes impressions par rapport à ça? T'as-tu détecté ça? Je veux dire, oui. C'est palpable, là. Ben oui, c'est palpable. Non, mais c'est palpable parce que, tu sais, à un moment donné, d'abord,
c'est rendu dans les médias, donc il suffit de l'écouter un peu les médias, puis on le sait. Ensuite, tu finis toujours par croiser du monde qui sont directement ou indirectement touchés par ces enjeux-là, puis qui t'en parlent. C'est sûr que on est, au Québec, une des sociétés les plus ouvertes d'esprit au monde, sur pas mal toute forme de diversité, qu'elle soit ethnique, culturelle, religieuse, sexuelle. Au Québec, on est quand même parmi les plus avancés, les plus ouverts d'esprit. Puis ensuite, à un moment donné, c'est... tu sais, il y a des gens qui, parfois, n'arrivent pas à suivre. Soit par résistance, soit parce que ils sont perdus là-dedans. Puis tu sais, l'être humain, quand il est perdu, il ne fait pas de recul. Là, ça, je pense qu'on fait tous ça. Ouais. Non, mais c'est ça. Je veux dire, même quand tu es perdu dans une ville, tu recommences à marcher sur tes pas là, pour essayer de retrouver ton chemin. C'est un bon métaphore. Quand on est débordé en cas de doute, on cherche un point de repère. C'est ça, exactement. Donc, tu sais, alors, souvent, ce qu'on entend, en tout cas, je te dis, moi, ce que j'entends souvent, c'est de dire, tu sais, on est super, ultra, méga ouvert d'esprit comme parents, comme famille, comme ce que tu veux. Mais tu sais, à un moment donné, au milieu de cette diversité, puis on célèbre tellement la diversité qu'on célèbre plus trop ce qui nous unit, puis nos repères communs. Et ça dérange un certain nombre de personnes parce qu'ils se disent mais oui, mais c'est-à-dire au-delà de la diversité, nous sommes aussi une société où on est censé avoir des repères communs. Puis alors il y a des gens qui te disent ouais, mais je suis super ouvert d'esprit, puis là il y a le mais qui arrive après. Ouais, puis le mais, ouais, alors, puis le mais, dépendamment comment on l'interprète, c'est soit on se dit ah ok, ben c'est une préoccupation légitime, ou on se dit bon, c'est un raciste, sexiste ou je sais pas trop quoi. Puis là, les grands mots, là, tu sais. Ouais, le traitage de nom a comme pris un envolé depuis l'Internet, hein? Oui, effectivement. mais tu sais, c'est pour ça qu'à un moment donné, quand tu observes un phénomène social, là, plutôt que d'aller vers les grands mots, faut essayer de voir d'où est-ce que ça vient. Parce que, tu sais, à un moment donné, il y avait du monde qui disait, mais là, on peut... Je sais plus, quand je rencontre... si je devais rencontrer la prof d'un de mes enfants, si je l'appelle monsieur, elle se sent-tu insultée? Si je l'appelle madame, elle se sent-tu insultée? Tu sais, il y a des gens qui se posent la question parce que ça a été médiatisé, ces choses-là. Alors, souvent, ceux qui en parlent, c'est des gens qui n'ont pas été confrontés à ça. Mais comme c'est médiatisé, ils se disent « Ah, mais ça pourrait m'arriver demain matin. » Tu sais, puis là, ils se mettent dans les chaussures de ceux à qui c'est arrivé. Puis là, ils savent plus trop. Puis tu sais, alors là, ensuite, tu peux voir, et là, je te dis, on dépasse un peu l'éducation, ça devient un peu le côté quasiment plus idéologique, où tu as des personnes qui adhèrent à ça ou rejettent ça, parce que malheureusement, on est de plus en plus dans une société polarisée, où on va vers les extrêmes, plutôt que d'essayer de trouver des voies de passage quelque part au milieu, parce que tout le monde cherche à tirer la couverte sur soi, parce qu'il se dit, ouais, mais c'est parce que si je laisse à l'autre idéologie un pouce, ben, ça se peut que j'en perde 2, 3, 4. Tu sais. Puis le monde se retrouve un peu coincé là-dedans. Puis il y a des gens, oui, qui votent aussi sur l'idée, l'image qui se font de la société. Et souvent, ton système d'éducation est le meilleur reflet de comment évolue ta société. Ben, c'est justement ça. Puis c'est pour ça que je l'emmène là. C'est que ça nous ramène un peu à comment on se positionne ou comment on se retrouve. D'où ma question originale, tu sais, je me base sur quoi quand vient le temps de voter. Tu sais, quand on y va avec ça, puis on a parlé justement de santé, d'éducation, d'économie, mais quand on revient justement à l'éducation, je pense que ça touche tellement proche parce que c'est quelque part entre identitaire et idéologique, parce que ce sont nos enfants. Nos enfants sont... Puis là, je ne vais pas rentrer dans la psychologie, là, mais identitaire et idéologique. Ouais. En gros, il n'y a rien de plus qui correspond mieux à ces deux mots-là que justement l'enfance et l'éducation. Mais regarde, pour ta question sur le vote, comment on vote, là, généralement, moi, ce que j'ai observé au Québec, puis je pense, puis tu sais, je le tiens aussi de mes discussions avec des personnes bien plus âgées qui ont connu aussi d'autres périodes au Québec, etc. Généralement, tu peux mettre ça dans 2 cases. T'as le rationnel, puis t'as l'émotionnel. Ouais. Puis moi, j'ai presque envie de te dire que pendant 4 ans, c'est-à-dire entre une élection et une autre,
les Québécois sont souvent énormément dans l'émotion. Puis une fois qu'ils sont dans l'isoloir, là, on dirait que souvent le rationnel... L'isoloir, c'est juste pour être clair, ça, c'est le confessionnal électoral, C'est c'est-à-dire ça. la petite boîte de carton qui fait acte de privé pendant qu'on vote. C'est ça, exactement. C'est lorsqu'on est caché entre nous-mêmes et le bulletin de vote, là, dans l'isoloir. Là, il y a un énorme morceau de rationnel qui vient prendre la place. Puis, dans l'émotionnel, tu as beaucoup ce dont tu viens de parler, c'est-à-dire l'idéologie et l'identité. Puis, il y a des vases communicants certains entre les deux. Ça, c'est certain. Et ça, c'est beaucoup dans l'émotionnel. Donc, tu sais, c'est aussi, nous autres, comme Québécois, c'est notre identité. On est des francophones. On est une minorité à l'échelle nord-américaine, mais on est une majorité au Québec. Tu sais, c'est la relation francophone-anglophone, francophone-allophone. Et tu sais, tout ça se mélange dans un contexte mondial et global où on dépend tous les uns des autres pour diverses raisons. Et là, je te dirais que l'émotionnel prend beaucoup de place. Donc, c'est pour ça que les politiques identitaires ont pris beaucoup de place dans les dernières années. Tu sais, je te rappelle sur l'immigration, M. Legault, il disait on va en prendre moins, mais pour en prendre soin. Tu sais, puis dans les valeurs québécoises, on se dit qu'on en prenne moins, tu sais, pour pas qu'il y ait d'impact sur le français, puis notre culture, puis notre identité, mais en même temps en prendre soin parce que nous, au Québec, on est généreux. Tu sais, c'est comme ça. Donc, c'était un slogan qui a très bien fonctionné en 2018. Finalement, on s'est rendu compte qu'il en a pris plus, puis il en a pas plus pris soin. Mais ça, c'est une autre histoire. On parlera après des partis. C'est ça, exactement. Mais puis je dis ça avec recul. Observation objective. Oui, c'est ça. Mais comment dire? Puis, mais tu sais, ensuite, il y a eu les questions sur la laïcité. Tu sais, la manière dont on a parlé de la laïcité, c'est comme si au Québec, nous n'étions pas une société laïque, puis qu'on l'est devenu en 2019 avec la loi 21. Alors, tu sais, puis ça, tout ça, c'est identitaire, mais ça va chercher l'émotionnel. Puis, il y a une préoccupation identitaire légitime chez le Québécois, ou les Québécois, si on parle dans un ensemble, elle est légitime parce que depuis le début de l'existence du Québec, à l'époque de la Nouvelle-France, à aujourd'hui, il y a toujours un espèce de combat existentiel. Il va toujours exister. Puis c'est correct. Ça fait partie de ce qu'on est. Puis à la limite, j'ai presque envie de dire, ça fait notre charme, puis c'est parfait comme ça. Moi, j'adore ça. Je te le dis, ça ne m'inquiète pas. Là où ça m'inquiète, par contre, c'est lorsque on essaye de se monter les uns contre les autres, pardon. Donc, puis là, ça, c'est des divisions profondes. Puis là, tu sais, tu veux pas voir ton voisin comme ton ennemi, là. Tu sais, tu veux pas... mais tu sais, lui, il est de gauche, lui, il est de droite, lui, il est souverainiste, l'autre, il est fédéraliste, lui, il est pour l'immigration, lui, il est contre l'immigration, lui, il veut la religion partout, moi, j'en veux pas nulle part. Tu sais, au-delà de ces stéréotypes-là, on est capable de se parler et d'avoir une cohésion à l'intérieur de la société. Ça, j'aime ça, ça me donne le goût de te poser la question. As-tu l'impression que les gens sont plus politisés qu'ils l'étaient avant? Écoute, c'est une excellente question parce que je me la pose très souvent. Puis j'ai envie de te dire... En fait, spontanément, j'ai envie de te dire non, ils ne sont pas plus politisés. Moi, je pense qu'à une certaine époque, tu sais, années 70, 80, 90, je crois qu'au Québec, les gens étaient plus politisés. Ils avaient peut-être moins accès à l'information, mais ils étaient plus politisés, c'était plus naturel. Aujourd'hui, et ça c'est un peu paradoxal, mais on le vit partout en Occident, puis c'est le grand défi des démocraties, c'est qu'on a beaucoup plus accès à l'information, mais les gens sont moins politisés, et par conséquent, les choix politiques peuvent être parfois biaisés, voire manipulés par
que ce soit par les partis politiques, par des individus, par des puissances étrangères, par les médias, certains médias de masse populistes. J'ai aucun problème de parler de Fox News ou pire encore, chez nos cousins français, CNews. T'es dans une autre galaxie en termes d'influence sur des questions émotionnelles d'ailleurs, parce que ça parle d'immigration et d'identité 99,9% du temps. Ouais, puis une chose qui est drôle que j'expliquais à des gens, parce que mon petit historique en relations publiques, là, j'ai dit, n'oublions jamais que la mission de ces organisations-là n'est pas uniquement ou prioritairement d'informer, mais bien d'attirer de l'attention pour vendre de la publicité. Puis c'est ce que j'essaie toujours de rappeler aux gens, c'est-à-dire oui, mais... Ouais. Moi, mon oui, mais, c'est n'oublie pas qu'ils ont des factures à payer et qu'ils ont tendance à faire ce qu'il faut faire pour y arriver. C'est vrai. Et je dis en tout respect, et je ne parle pas du journalisme, je parle bien de la dimension éditoriale. Voilà. C'était là que j'allais m'en aller, mais tu l'as très bien dit, parce que le journalisme est essentiel à une démocratie. C'est absolument. C'est vraiment le côté éditorial. Et puis, on a aussi les médias qu'on mérite, en tout respect. C'est-à-dire que si tu consommes puis tu cliques toujours sur le rage bait, ça, rendu là, ça t'appartient un peu. Mais justement, où est-ce qu'on, dans un contexte justement où on aimerait voter d'une manière plus intelligente ou responsable ou conséquente, parce que, le Québécois, la Québécoise survit à tous les gouvernements. Il y en a eu plein de gouvernements depuis que t'es né, il y en a plein depuis que je suis né. Donc, on survit à ça. Donc, ultimement, c'est tranquillement, c'est toutes des briques qui construisent le chemin. Mais dans ce sens-là, aujourd'hui, où puis-je aller pour m'informer? Justement, où est-ce que je vais trouver mes informations? Écoute, je vais te dire, je cesse pas de le dire, il faut s'informer, puis il faut s'informer encore dans les médias traditionnels. Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, entendre ça, mais les médias traditionnels sont encore les meilleures sources parce qu'il y a des codes déontologiques, parce qu'il y a des façons de faire que des wannabes, des wannabes journalistes qui sont sur TikTok, Instagram, YouTube ou autres ne sont pas capables d'avoir. Ils n'ont pas accès à l'information juste, etc. Donc moi, je pense sincèrement que, ici au Québec, on est quand même encore chanceux. Radio-Canada fait du très bon travail journalistique. Québécois, leurs médias font du travail journalistique aussi. Ensuite, tu as bien sûr les médias écrits qui sont très bien, la presse, le Devoir. Puis on a aussi encore des médias Québécois encore aussi, régionaux. Avec le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Exactement. Ensuite, évidemment, chacun de ces médias dont j'ai parlé, qui font un travail journalistique important et rigoureux, ensuite, ont leur ligne éditoriale aussi, tous, Radio-Canada, Québécois et toutes les autres que j'ai mentionnées. Il y a une forme, c'est-à-dire, il y a une certaine approche qui sort. Mais c'est là qu'il faut... on dit souvent, il ne faut pas prendre les électeurs pour des valises, mais il faut que les lecteurs soient aussi à la hauteur, dans le sens que quand tu t'informes, peux-tu faire la différence entre un journaliste et un chroniqueur? Tu peux l'aimer, le chroniqueur. C'est quoi la différence entre un journaliste et un chroniqueur? Un journaliste... Tu peux nommer des noms en passant. Oui, alors un journaliste, c'est celui qui apporte l'information, c'est-à-dire qui va faire des recherches, qui va appeler au téléphone, qui va écrire à du monde, qui va passer des entrevues, il va aller chercher l'information la plus brute, il va te l'exposer, mais il ne fait que l'exposer. Il n'est pas là pour l'orienter, il ne te dit pas qu'est-ce que tu dois comprendre de ça, il te laisse à toi te faire une idée sur ce qu'il te rapporte. À l'inverse, le chroniqueur, lui, est payé pour donner son opinion. Donc, il prend l'information brute qu'un journaliste rapporte et la commente à travers le prisme de ses propres valeurs et de sa propre façon de voir les choses. Donc, moi, il m'arrive, à l'occasion de faire de la chronique, moi, par exemple, tantôt, je te disais que j'étais un libéral classique, là, au-delà des partis politiques. Dans la philosophie. Dans la philosophie, les valeurs. Donc, forcément, donc moi, je vais commenter certains sujets à travers ce prisme-là. Alors, moi, si vous êtes d'accord avec moi, tant mieux, mais la réalité, c'est que moi, je vous dis, faites votre propre opinion à partir
d'autres choses. Ensuite, si ce que je dis, ça vous plaît, tant mieux. Peut-être que ça va pas vous plaire non plus, mais tant mieux aussi. C'est pas... Des chroniqueurs, juste pour qu'on fasse le lien, parce que les journalistes, il y en a plusieurs, puis souvent, ça opère, façon de parler sans nom, mais des bien connus au Québec, par exemple, chroniqueurs, on pourrait dire éditorialiste aussi, c'est un mot qu'on voit. Alors, parce que, tu sais, on parle, je pense à Richard Martineau, du Trisac, historiquement, Jean-Luc Mongrain, qui... Tu les mets dans quelle catégorie juste parce que ils ont été médiatisés, on les voyait sur ça, mais est-ce qu'eux rentreraient dans quel cadre? Alors, il y a certains journalistes qui, au fur et à mesure du temps, se sont reconvertis dans la chronique. Donc, ça veut dire qu'ils donnent des opinions, mais qu'à la base, plus tôt dans leur carrière, faisaient pas d'opinion, faisaient juste rapporter la matière brute, l'information brute. Bon, là, tu as cité Richard Martineau ou Dutrisac. C'est pas des journalistes. C'est pas des journalistes. Donc, parce qu'ils donnent leur opinion. Ils donnent leur opinion. Donc, grosso modo, ils te disent ce qu'ils pensent. Ils le disent avec un certain aplomb, avec une certaine assurance. Ça va plaire à certains qui vont aller dans leur sens. Ça va pas plaire à d'autres qui vont se dire, ben non, oublie ça, moi, c'est pas du tout ma tasse de thé. Mais c'est-à-dire que si c'est ta seule source d'information, sache que... Il te manque des informations. Ben, sache qu'elle est... Non, mais peut-être pas qu'il te manque d'informations, mais sache qu'elle est biaisée parce qu'elle est présentée à travers un prisme. Il y a des chroniqueurs qui font comment dire, qui ont un prisme différent, voire inverse à celui de Martineau ou du Trisac, par exemple. Donc, tu peux aussi lire les deux et sur le même sujet et te dire, bon, ben, je suis plus d'accord avec Martineau, je suis plus d'accord avec Tartampion, là, je sais pas qui, là, qui ferait quelque chose de différent. Là, tu sais. Mais un journaliste, c'est celui qui t'apporte de l'information brute. Donc, par exemple, si on prend Radio-Canada, RDI, un Sébastien Bovet, un Gérald Filion, puis Céline Galipeau, Patrick Patrick Lagacé, mais Patrick Roy, Patrice Roy, excuse-moi. Patrick Roy, on revient. Non, on revient, OK. Non, excuse-moi. Patrice Roy, c'est des journalistes. Ils font pas d'opinion. De l'autre côté, si tu vois TVA, LCN, t'en as d'autres aussi qui font pas d'opinion. Donc, si tu prends un Paul Larocque, il est journaliste, animateur, mais c'est pas quelqu'un qui fait de l'opinion. Il y en a d'autres, des journalistes aussi. Et la différence étant donc dans la démarche puis dans leur obligation d'information, c'est-à-dire... Puis là, tu sais, juste pour qu'on soit clair, parce que la question était, tu sais, où allons-nous chercher des informations? Mais on peut aller chercher des opinions aussi. Donc, le journalisme va présenter une information intégrale et le moins biaisée possible, ou plutôt le plus complète. Juste un petit rappel. Parce que ça m'est arrivé aussi dans mon petit passé, c'est que les journalistes ont l'obligation, par exemple, d'aller... trouver l'envers de la médaille, d'entendre les deux côtés. Ils ont l'obligation, il n'y a pas juste « j'ai entendu que telle chose, OK », et de le voir de l'autre côté. Des fois, il faut le rappeler. Mais puis des fois, c'est ma job ça l'était. Mais ce que je veux dire, c'est il y a ça. Alors que quand on est soit chroniqueur, comme on disait, notre façon de présenter l'information n'est pas tenue à ces obligations-là. Il n'y a pas de code déontologique pour les chroniqueurs. N'importe qui peut se dire chroniqueur du jour au lendemain. OK. Alors que on peut pas, tout le monde n'est pas journaliste comme ça. Donc un journaliste donne une vision non biaisée. Puis d'ailleurs, tu sais, ce qui est très populaire dans les médias d'une manière générale, puis je vais prendre comme exemple cette émission-là, puisque j'y ai déjà intervenu, puis j'y interviens à l'occasion encore. J'aime ça tes interventions en passant. Chaque fois que je vois un truc partagé ou je vois ça, je le connais. Ah, t'es bien gentil, mais tu vois, par exemple, il y a l'émission Zone Info à RDI. Puis là, je suis pas en train de faire de la publicité. Il y a d'autres émissions qui sont très bonnes, l'ajoute à LCN, etc. Tu sais, je veux dire, il y a... Bref, et d'autres émissions que je connais peut-être moins, ou peu importe. Mais grosso modo, comment ça fonctionne? Tu as un animateur, qui est d'ailleurs journaliste, Gérald Filion, qui arrive avec de l'information brute. Non seulement, lui, il apporte de l'information, mais il va voir en direct des journalistes sur le terrain qui rapportent l'information brute. Puis là, à un moment donné, une fois que l'information brute est faite,
ils se tournent vers ce qu'on appelle des commentateurs, et j'ai fait partie de ces commentateurs, j'en fais encore partie à l'occasion, là, qu'on m'appelle. c'est que on se tourne vers les commentateurs, puis on leur dit « OK, alors Salim, qu'est-ce que tu en penses? » Puis Salim va dire ce qu'il en pense à travers son prisme de libéral classique, de fédéraliste, si on parle de choses en lien avec l'avenir du Québec au sein de la fédération, etc. Mais il va y avoir d'autres joueurs qui vont voir l'enjeu à travers un autre prisme, qui sera peut-être moins libéral classique, peut-être un peu plus conservateur ou un peu plus nationaliste ou un peu plus, je sais pas, souverainiste ou qu'importe. Et donc, tu vas opposer des points de vue. Puis ça, c'est du bon. C'est la bonne télé, c'est du bon journalisme. Pourquoi? Parce que non seulement tu as apporté l'information brute, mais tu aides les téléspectateurs à avoir deux opinions. On vient la colorer un peu. Voilà. Et donc, ça permet ensuite aux gens de l'écouter. Puis donc, c'est pour ça que moi, je dis, cette déontologie-là, tu peux la trouver dans les médias traditionnels. Puis les médias traditionnels sont extrêmement importants, vivent malheureusement une crise énorme en termes de financement pour des raisons évidentes à cause des Facebook et des MAGA. Je dis MAGA, mon Dieu. Presque des GAFA. Mais pour être fair, c'est les mêmes lettres. Ouais. Excuse-moi, c'est un jeu de mots parce qu'il faut dire que les MAGA ont take over un petit peu ces plateformes-là. J'exagère à peine. Mais tout ça pour dire que c'est extrêmement important. Puis moi, j'ai rien contre les médias alternatifs. Ouais. Puis quand on dit le GAFAM de même, là, on s'entend, on parle de... Puis on y va dans l'ordre, le GAFAM, c'est Google... c'est quoi donc? Google, Apple... C'est quoi le... Facebook, ouais. Amazon... Microsoft. Et Microsoft, ouais. Finalement, les technologies de masse. C'est ça, les technologies de masse, exactement. Mais en même temps, comme on dit en anglais, don't get me wrong, j'ai rien contre les médias alternatifs, mais il faut juste pas les mettre sur le même pied d'égalité en termes d'information. Je tiens moi-même un podcast, mais sur mon propre podcast, je dis aux gens, regardez, c'est le fun si vous m'écoutez, puis vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que je dis, puis c'est bien correct, puis on peut débattre. Aucun problème. Mais votre source d'information, ça devrait pas être Salim. Mais la réalité, tu sais, oui, en théorie, mais je pense qu'une façon, en tout respect, c'est de... Puis on le fait tous, là. Mais c'est une façon un peu de se détacher de la responsabilité parce qu'il y a plein de gens qui vont nous demander, puis tu sais, qui vont te demander, Salim... Tu votes pourquoi? Puis dans le fond, eux, ce qu'ils veulent, c'est peux-tu faire le travail intellectuel à ma place? Puis on va dire, ouais, chacun. Mais la réalité, c'est que. La réalité, c'est qu'il y a des gens qui vont se dire, tu sais, j'aimerais juste. Pouvez-vous juste me dire pourquoi voter? Pour qui voter? Puis. Comment on fait pour trouver un peu le milieu entre les deux? Tu sais, puis je comprends chacun fait son. Oui, ça, c'est comme tout le monde est responsable de votre santé. Oui. C'est vrai. Maintenant, il y a, tu sais, encore une fois, à ta question, pour qui voter, il faut voir aussi les partis politiques. Ouais. Je vais trop vite. OK. Non, mais c'est parfait. T'ouvres la porte. Fait que ça nous permet un peu de ce côté-là. Puis ça nous permettra peut-être de se dire, attends, tu sais quoi, avant qu'on arrive au parti, une dernière petite question. Parce qu'on parlait de l'éducation, puis, tu sais, après ça, de ce qui s'y rattache. Ton impression quand tu entends les gens dire qu'au Québec, on nivelle par le bas? Wow. Écoute, j'aurais de la misère à te dire que j'ai pas souvent l'occasion de le penser. Et je te dirais que pour moi, l'élément qui le reflète le plus, c'est un élément fondamental au Québec, c'est le français. Parce que je trouve que pour un élément aussi existentiel au Québec, on n'y accorde pas l'importance qu'on devrait y accorder à l'école. Je trouve que le niveau de français est pas assez fort, pas assez adéquat. C'est pas normal qu'on ait des jeunes au primaire et surtout au secondaire et encore plus au cégep qui le maîtrisent pas. Puis quand je dis le maîtrise pas, tout le monde sait communiquer. Hein, même un analphabète sait communiquer en français, puis sait parler en français. Il y a des dialectes qui s'écrivent pas puis qui se parlent ailleurs dans le monde. Là, c'est pas un problème. Mais
quand on dit que le français est en déclin ou en danger au Québec, moi, j'ai envie de dire, avant de penser à l'immigration parce qu'il y a quelqu'un qui va venir de Pologne ou de Vietnam, avant de penser à ça, moi, je penserais plutôt au français à l'école. Parce que ce qui fait en sorte qu'il y a des gens qui ont tendance à parler peut-être une autre langue, puis souvent l'anglais, c'est parce que l'anglais, c'est une langue un peu passe-partout, là. Ouais, c'est le plus commun dénominateur. Là. Exactement. Mais moi, sincèrement, je pense qu'il faut monter le niveau de français et je trouve qu'on nivelle vers le bas. Lorsqu'il s'agit du français, on nivelle vers le bas. Et je vais te le dire comme je pense, ça m'écoeure parce que c'est tellement fondamental. On en parle tout le temps. C'est le français, c'est au cœur de notre identité. Mais est-ce que c'est juste de le parler? Mais c'est parce que la meilleure manière de le parler puis de donner le goût aux jeunes de le parler, c'est de le maîtriser. S'ils ne le maîtrisent pas, ils ne le parleront pas. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Tu sais, ouais, j'aime. Je suis bien d'accord. Tant mieux. On s'est retenu jusqu'à date, ou plutôt, on a formulé tout ça en parlant d'idées, de concepts, de piliers, donc un petit peu, si on veut, de la mécanique. Mais ultimement, les gens ne demandent pas pour quelle série d'idéologie, d'identité devrais-je voter. Ils disent pour qui je devrais voter. Puis là-dedans, au Québec, on a le luxe de ne pas être comme les Américains qui sont pris avec les mêmes 2 équipes depuis 150 ans. Et tu sais, puis c'est un système, je veux dire, il y a une raison pourquoi rien bouge. Là. Mais donc au Québec, on a ça. Maintenant, j'aimerais juste. Je vais y aller en rapid fire aussi. Là. Go. Donc, tu me réponds par oui ou par non, tout simplement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais y aller avec des stéréotypes et des trucs classiques. Fait que peut-être tu peux m'éclairer un peu parce que si jamais les réponses sont oui, ben ça simplifie des choses. Hein? Donc, si je suis immigrant, est-ce que je suis obligé de voter pour le Parti libéral du Québec? Non. Si je trouve qu'il y a trop d'immigrants, est-ce que je suis obligé de voter pour la CAQ ou la Coalition Avenir Québec? Non. OK. Si j'ai pas le goût de parler en anglais, est-ce que je suis obligé de voter pour le PQ? Répète-moi ça. J'ai dit, si j'ai pas envie de parler anglais, est-ce que je suis obligé de voter pour le PQ? Non. OK. Et si je pense que le bien-être de chaque individu est plus important que le bien-être de la société en général, y compris économique, est-ce que je suis obligé de voter pour Québec solidaire? Non. OK, bon. Fait que c'était mes stéréotypes pour chacun des partis. Puis je veux pas être plate. Ouais. C'est pas juste mes stéréotypes. Oui, non, on s'entend. De ce côté-là, dans le fond, où est-ce qu'on en est avec les équipes? Là, ça rentre plus dans si on veut, ton quotidien. Là, mais où est-ce qu'on en est avec nos équipes? Là? Parce que selon ce que j'ai compris, on a plusieurs partis, comme on dit en bon québécois, avec pas de chef. Des gens qui ont quitté, des gens qui se sont fait inviter à ne plus être chef de parti. Ça brasse, je sais même plus. J'ai l'impression d'être un amateur de sport qui sait plus c'est qui le capitaine du Canadien. Je comprends. Puis c'est un peu bizarre en ce moment où on est plutôt dans des eaux dans lesquelles je ne suis pas habitué de naviguer, dans lesquelles je pense qu'il y a bien du monde qui se pose des questions. Là. Peux-tu nous donner une idée? Là? Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe avec nos partis politiques? Puis qui fait quoi? Là? Ben, en fait, elle est très importante, cette question, parce que quand on veut faire un choix, on est obligé, un tant soit peu, de faire une espèce de cartographie, une sorte de mapping, là, puis pas quelque chose de sophistiqué, mais juste de savoir à peu près quelles sont les philosophies qui ressortent de chacun des partis politiques. Puis, je vais te parler d'abord des philosophies, puis après ça, je vais te dire c'est quoi le danger qui nous guette. OK. Fait que, si on parle des philosophies, tu sais, quand on parle de Coalition Avenir Québec, il y a quelque chose déjà dans le nom, coalition. Donc, ça veut dire qu'il y avait voulu, à un moment donné, c'est M. Legault qui voulait avoir ce qu'on appelle une troisième voie, donc des gens qui sont ni pour le fédéralisme, c'est-à-dire le Canada à tout prix, ni pour la souveraineté non plus. Donc, c'était comme une espèce d'entre-deux où on parlait plus de « OK, on s'occupe de nous autres, puis on s'en fout du reste ». C'est un petit peu ça. Et M. Legault disait, la raison pour laquelle je veux faire ça, c'est parce que pendant qu'on parle habituellement de fédéralisme et de souverainisme, on n'a pas le temps de s'occuper de notre économie, etc. Donc, M. Legault, il voulait pousser sur la question économique, mais aussi identitaire. Donc, tu sais, il a vraiment beaucoup poussé ça. C'était son idée.
Ensuite, tu as le Parti libéral du Québec. Bon, encore une fois, dans le nom, dans le Parti libéral du Québec, il y a le mot libéral là-dedans. Alors, libéral, donc, c'est censé, à tout le moins, s'inspirer d'une certaine forme de libéralisme où... sur les questions, économiques, normalement moins interventionniste, ou tout du moins, si on intervient, c'est plutôt pour aider des PME, créer un environnement favorable à l'économie, à l'entrepreneuriat, etc. Ça, c'est au niveau économique. Puis au niveau plus identitaire, c'est un peu le vivre et laisser vivre, en notant qu'on est capable de baliser pour pas que les choses dérapent, mais d'une manière générale, on est plutôt favorable à ça. Ensuite, tu as Québec solidaire, hein, j'y vais en ordre actuellement. Là. Québec solidaire, un parti qui est très campé, on dit campé à gauche parce que, ça... disons, son idéologie, ou tout du moins ce qui l'occupe le plus, c'est un petit peu les questions plus sociales, d'ordre social, donc vraiment la place de l'être humain dans la société, puis qu'est-ce que la société collectivement peut faire pour tout le monde. Il y a comme une espèce d'idéal... je dirais pas révolutionnaire, en tout cas, je les vois pas comme des révolutionnaires, mais en tout cas, des gens qui voient plus le Québec à travers un prisme social. Ensuite, tu as le Parti québécois. Donc, lui, le Parti québécois, son article premier de sa propre constitution, c'est réaliser la souveraineté du Québec, donc faire du Québec un pays. C'est l'objectif premier du Parti québécois. Ça ne veut pas dire que le Parti québécois n'a pas un programme de gouvernement à proposer en termes d'éducation, de santé ou autre, mais disons que sa raison d'être première, c'est de faire la souveraineté du Québec. Ensuite, il y a un autre parti dont on parle moins, mais dans les sondages, attention, joue un rôle très important. C'est le Parti conservateur du Québec, pas confondre avec celui du fédéral, qui est dirigé... Oui, ça porte à confusion. Hein? Les noms identiques au niveau fédéral, ça aide pas la clarté. Il n'y a pas... Non, effectivement, mais il faut le dire, au Québec, il n'y a aucun lien entre les partis au provincial et au fédéral. C'est le cas dans certaines autres provinces. Mais au Québec, les partis n'ont rien à voir avec leur homonyme fédéral. Alors... Parti conservateur du Québec par Éric Duhem, là, qui est dirigé par Éric Duhem. Là, on est plus dans une espèce d'une droite qui veut réduire la présence de l'État dans la vie des gens le plus possible, donc réduire un peu la taille de l'État. Il trouve qu'il y a trop de fonctionnaires, trop de paperasse, que l'État en fait, son omniprésence est un frein à la croissance de l'économie, etc. Donc, voici un peu les philosophies. Maintenant, regarde, ce sont des philosophies, mais ensuite, il y a une espèce de reality check qui se fait, une espèce de réalité en fonction d'un contexte qui fait en sorte que parfois, les partis politiques sont obligés de tourner les coins ronds de leur propre philosophie, pas parce qu'ils ne respectent pas leur philosophie, mais simplement parce qu'il y a certains éléments qui, au Québec plus spécifiquement, ne pourraient pas fonctionner et donc sont un peu plus pragmatiques sur un certain nombre de choses. Je vais te laisser commenter avant que j'aille sur les dangers qui nous guettent. Non, mais je pense que ça éclaire un peu. Puis trouves-tu que les différents partis sont clairs dans leur dans l'exécution de leur philosophie et un peu de leur identité? Et autrement dit, est-ce qu'ils livrent la promesse de marque? Alors, ça, c'est une excellente question. Puis d'ailleurs, elle va faire le lien avec les dangers qui nous guettent comme démocratie. Alors, je crois que les partis politiques, malheureusement, font de moins en moins la promotion de leur philosophie et se présentent plus devant les Québécois pour dire « ben moi, je serai un meilleur gestionnaire que l'autre ». Puis ça, c'est un danger pour moi en démocratie. Pourquoi? Parce que on a besoin que les partis politiques jouent un rôle d'avoir une vision plus globale de la société et non pas faire du clientélisme ou du populisme. Et dès lors qu'ils voient que dans un sondage, les Québécois, regarde, ils aiment un peu ça, fait que, tu sais, on va leur servir ça. Puis là, tu sais, à un moment donné, ça n'a plus de sens, en fait.
leur philosophie n'a plus de sens tellement. Tu sais, c'est comme un vieux pantalon, là. Tu sais, à un moment donné, là, tu vas le patcher ici, patcher là, etc. Tu sais, à un moment donné, il n'a plus de sens, là. Peu importe comment tu le mets, tu te sens pas bien dedans. Ben, c'est un peu ça. Puis moi, je pense que les équilibres dans une société, les partis politiques sont capables, en fait, c'est même un devoir qu'ont les partis politiques, c'est de trouver leur équilibre. C'est que si je suis un peu plus conservateur, ben, offre une philosophie conservatrice. Si tu es libéral, offre une philosophie libérale, etc., etc. Et offre aux Québécois une alternative à ce qui se fait en fonction de ta philosophie, de tes valeurs. Et essaye de les convaincre. Parce que la politique, essentiellement, c'est l'art de convaincre. Puis ça aussi, c'est quelque chose qu'on perd. C'est de convaincre qu'une philosophie... Admettons, tu es libéral, là, puis que tu veux aller au pouvoir, mais va pas devant les Québécois pour leur dire « Hey, je vais être meilleur que Legault ». Va devant les Québécois pour leur dire « Ma philosophie, elle règle tel problème en y arrivant de telle manière. Puis là, je vais vous convaincre que c'est ça que ça prend en 2026, par exemple. » T'sais? Puis ça, on le perd parce qu'aujourd'hui, on utilise les partis politiques, malheureusement, comme de vulgaires véhicules électoraux. Puis, donc non seulement on peut avoir tendance à virer vers une forme de populisme, mais en plus, c'est les carriéristes qui commencent à arriver. C'est-à-dire des gens qui se font connaître dans un secteur, quel qu'il soit. Puis là, tout d'un coup, bon, ben, hey, ça te tente-tu d'être premier ministre du Québec? Ah ouais, bonne idée. Hey, tu m'organises-tu ça, là, une chefferie, là, que j'arrive à la... Et là, alors, ça devient des espèces de technocrates qui, excuse-moi de le dire comme ça, qui parfois, pas toujours, puis je ne vise personne, parfois n'ont ni foi ni loi à part leur ligne sur le CV, puis parfois pire encore. Même s'ils perdent, ça les dérange pas. Mais ça leur donne un spotlight, ça leur donne un... Ça va être la marque, c'est que le branding, finalement... Exactement. Alors, pendant longtemps, on a décrié les politiciens de carrière en se disant « Oh là, ça fait 30 ans, ça fait 35 ans qu'ils sont là, mais tu sais, ils s'empiffrent aux frais de la princesse étant les contribuables, tu sais, mais en réalité, ils font rien de spécial. Non, moi, tu sais, moi, je veux quelqu'un de terre-à-terre, là. Mon voisin, lui, c'est un entrepreneur. Ouais, on l'entend, je veux quelqu'un de terrain, je veux quelqu'un de business, je veux quelqu'un qui a du vécu, je veux un désir de légitimité. C'est ça, sauf que alors, c'est des gens qui ont souvent énormément de qualité. Puis il en faut en politique. Je dis pas qu'il en faut pas. Hein. C'est pas mon propos. Mais il faut avoir le sens du service public. Ouais. Parce que si tu vois le service public comme une plateforme où, dans le fond, ben, regarde, j'ai été PDG de telle entreprise, puis de telle autre entreprise à telle date, puis là, regarde, j'ai essayé de diriger une autre entreprise qui s'appelle le gouvernement du Québec. Non, le gouvernement du Québec n'est pas une entreprise. Le gouvernement du Québec, c'est ce qui permet de faire fonctionner la société, puis de faire en sorte que la population puisse s'épanouir. Et donc, c'est pas la même chose. J'essaye pas de devenir premier ministre du Québec pour mon CV. Il faut que tu le ressentes au fond de tes tripes, que tu peux servir d'une certaine manière. Écoute, tu as le droit de penser que je suis un idéaliste, mais je le suis probablement un petit peu. Je pense qu'on l'est tous un peu, chacun sur nos trucs. Fait que, puis j'apprécie... Moi, j'ai toujours priorisé la sincérité sur la formalité. Fait que, je te lève mon chapeau. À ce niveau-là, je regarderais l'inverse. Puis avant même qu'on dise, OK, mais est-ce qu'on vote pour une équipe? Ou est-ce qu'on vote pour des individus? Moi, je t'ai toujours dit, je suis plus un gars d'idées qu'un gars d'équipe. Quand les gens me disaient, t'es-tu libéral, telle chose de même, ça dépend. J'ai connu des gens que eux étaient pour des partis que j'ai aucun intérêt envers ton parti et ce qu'il représente, mais je vote absolument pour telle personne. T'sais, on en connaît des gens comme ça. Puis, moi, je dis, ben oui, mais cette personne-là, c'est une personne de confiance. À l'inverse, il semble y avoir puis plusieurs gens me parlent d'un climat déshumanisant, voire même toxique dans la vie des élus. Fait que, tu sais, quand on dit, ouais, on veut des gens qui arrivent, qui font pas ça pour leur CV, pas ça pour leur intérêt, mais les gens qui s'impliquent s'exposent et se font ramasser, puis entendent des lises, et tu sais, puis on connaît des gens qui se présenteraient, mais qui sont comme, mes enfants sont pas assez vieux pour comprendre pourquoi des gens diraient de telles atrocités au sujet de leurs parents. Je veux dire, c'est pas j'ai l'impression que c'est pas de mieux en mieux. Fait que, tu sais, l'envers de ça, c'est qu'est-ce que le climat est rendu trop toxique pour que
est-ce que le climat actuel nous prive de politiciens C'est sûr. de qualité? C'est certain, 1000%. Et c'est grave même. J'ai envie de... Regarde, là, je vais utiliser les bons mots. C'est même très grave parce qu'on a au Québec des gens d'un grand talent qui pourraient être des politiciens exceptionnels, qui pourraient servir le public de la meilleure des manières. Et c'est des gens qui ne se présenteront pas parce que ben oui, parce qu'ils se font ramasser, comme tu dis. Ça peut être dans les médias traditionnels, mais aussi, et surtout, j'ai envie de te dire, sur les médias sociaux. La violence, elle est telle que parfois, la SQ est mêlée. Hein, donc parfois, oui, ça va loin. Puis parfois, des photos de leurs enfants, des enfants qui n'ont pas fait de la politique, là, et qui se retrouvent sur des réseaux sociaux, etc. Ça n'a aucun bon sens. Puis ils se disent, attends, moi, je vais faire tout ça, je vais endurer tout ça, sachant que souvent, c'est des gens qui sont dans leur domaine des kingpins, qui souvent font encore même plus d'argent, donc c'est-à-dire qu'ils gagnent bien leur vie quand ils sont à l'extérieur. Puis là, ils se disent, attends, je vais aller au gouvernement du Québec, je vais aller en politique, je vais siéger à l'Assemblée nationale, je vais faire moins d'argent, je vais être à 3 à 5 heures de chez nous pendant 3 à 4, 5 jours par semaine. Travailler 90 heures par semaine. Avoir ma face partout sur les réseaux sociaux, mes enfants à l'université qui se font écœurer, etc. Pour environ le tiers de mes revenus. Il y a beaucoup de gens qui disent, ben non, ça n'arrivera pas. T'sais? Alors oui, on se prive de ça. Et encore une fois, c'est là que moi, je pense qu'il y a tout est une question d'équilibre. Là. Je sais que je suis plate à dire ça, mais de toute façon, des gens centristes, il y en a de moins en moins. Donc, je peux bien contribuer un petit peu à cette voie-là. Mais c'est une sorte d'équilibre qu'il faut faire entre des gens qui ambitionnent de faire une carrière dans le service public et d'autres qui sont plus, je te dirais, on va donner 4 ans ou 8 ans de notre vie à la cause politique, mais la réalité, c'est que mon domaine professionnel m'importe plus que la politique. Ça prend un équilibre, mais le service public doit retrouver un attrait chez les gens de qualité. Parfait. Fait que si on prend ça puis on fait du pouce, on peut facilement, je pense, tomber dans un « OK, ah oui, à cause des autres, à cause des gens qui disent ici. » Mais fait que c'est facile d'externaliser. Là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux faire comme citoyen québécois semi-impliqué, disons. Là. Mais comme quelqu'un qui se préoccupe, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation? D'abord, le B.A.B.A., c'est quoi le B.A.B.A.? Le B.A.B.A., c'est de voter. OK. Non, mais B.A.B.A., c'est pas un mot que j'utilise. Le B.A.B.A., c'est le strict minimum. OK. Le strict minimum, c'est de... Tu sais, on contrôle ce qu'on peut contrôler. Puis il y a une chose qu'on sait qu'on peut contrôler, c'est que quand on est citoyen dans une démocratie, puis on est chanceux parce que c'est pas le cas partout dans le monde, c'est d'aller voter. Donc quand tu votes, les politiciens prennent conscience de l'impact que tu peux avoir. Et donc, ça contribue à ce que le politicien s'améliore. Parce que le problème du politicien, quand il voit que, par exemple, aux dernières élections municipales, il y a des endroits où on a voté à 30%. C'est-à-dire qu'il y a à peine 30% des électeurs qui sont allés élire leur maire ou mairesse. Ouais. À un moment donné, il y a aussi des politiciens qui se disent, regarde, on va profiter du faible taux de vote, on manipule un peu, il y a un peu de calcul qui se fait, on va faire sortir du vote ici, on va motiver ceux-là, puis donc déjà d'aller voter, c'est extrêmement important. Ensuite, regarde, on a perdu au Québec dans les 25 dernières années l'implication. L'implication politique, c'est pas rentrer dans une secte. L'implication politique, c'est de se dire comment je peux, moi, à mon niveau, contribuer à ma démocratie. C'est du bénévolat. Ça peut être 2 heures dans une semaine, ça peut être 8 heures dans un mois. Mais ça permet aussi à ce
à ce qu'on occupe un terrain là, comme citoyen. Moi, je pense que c'est ce qu'on appelle... comment dire, tout ce qui est relatif à l'expression civique. C'est donc, il faut se préoccuper de ça. Moi, je pense que c'est extrêmement important. Ensuite, de s'informer. Parce que forcément, si on s'informe, on est un peu moins dans l'émotion, on est moins dans je vais sur Twitter puis je vais descendre mon conseiller municipal ou mon député, on est moins là-dedans. Là, donc moi, je te dirais qu'il y a cet effort à faire. Ensuite, tout ne repose pas sur le citoyen. Hein. Donc, il y a tout un morceau là, qui repose sur les médias de masse, les médias traditionnels. Puis ensuite, c'est aussi aux politiciens d'élever le niveau. Parce que parfois, j'ai l'impression que c'est très simple ou très facile pour quelqu'un de se dire « Hey, je pourrais être premier ministre du Québec. » Non, c'est pas... Tu sais, être premier ministre du Québec, là, c'est censé être une vocation. Il faut que tu l'aies cultivé, tu sais. Mais, puis avant, là, c'était des gens qui arrivaient, premier ministre du Québec, ils arrivaient fin cinquantaine, début soixantaine, parce que tu as accumulé un bagage, etc. Tu sais, aujourd'hui, tout le monde veut être Obama, là, tu sais. Oui, tu parles, par exemple, d'implication. Mais quand les gens... Si je me demande pour qui voter ou comment orienter mon vote, ou peu importe comme ça, comment je fais pour choisir une implication sans... Je m'implique où si j'ai pas une idée si j'ai pas d'équipe? Oui, alors déjà, s'impliquer, c'est vrai que j'ai été un peu simpliste parce que l'implication, elle n'est pas juste dans les partis politiques. Hein. L'implication, elle peut être au niveau des chambres de commerce, des syndicats, de groupes communautaires, d'associations qui nous tiennent à cœur. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on est impliqué dans quelque chose, on prend un peu plus conscience du contexte. Et quand on prend conscience du contexte, c'est plus facile pour nous de nous retrouver au moment d'aller voter. Ensuite, tu as raison. C'est-à-dire, parfois, tu votes pour la personne parce que tu le sais que telle personne ferait un très bon député parce qu'il connecte avec le monde, il connecte avec la population, etc. Et parfois, tu as le goût de voter pour quelqu'un, mais pas nécessairement pour son chef. Ça peut arriver. Salut. C'était la question, on peut voter pour une personne ou pour un parti. Ouais. Ça, c'est le propre un petit peu de notre système. Mais en même temps, c'est sûr qu'au niveau local, tu veux quelqu'un qui te représente. Tu veux quelqu'un qui est un peu comme toi, qui va te comprendre, qui va le mieux savoir te représenter et connaître tes intérêts. Mais au niveau plus pour national, et grosso modo, là, le nombre de députés que tu arrives à faire élire pour former un gouvernement, là, il y a un autre aspect qui est important. C'est est-ce que ça répond un peu à la vision que toi-même tu te fais des enjeux qui sont importants pour toi en santé, en éducation, en économie, en environnement, et j'en passe. Là, fait que peut-être qu'une approche, quand on arrive proche d'une élection, au lieu de dire je trouve sympathique ou visuellement plaisant ou le fun à entendre telle ou telle personne, parce que souvent on se dit je vais voter pour un chef. Il y a des gens qui découvrent, il y a des gens qui connaissent mieux la marque de la personne, si on veut, d'un candidat ou d'une candidate, que le parti qu'il représente. Il faut juste savoir tel visage, telle idée dans ma tête et telle couleur, finalement. Là. 100%. 100%. Et regarde, si on voit les élections fédérales l'année dernière, Mark Carney, les gens lui ont fait confiance, voulaient que ce soit lui. Fait que quand les Québécois sont allés voter aux élections fédérales, dans certaines circonscriptions qui n'avaient jamais voté pour les libéraux fédéraux à l'époque, ont voté pour les libéraux fédéraux, ont élu des gens qui, en tout respect pour ces personnes-là, n'auraient jamais eu de chance de se faire élire si ça n'avait pas été de leur chef que les Québécois voulaient véritablement élire.
Donc, ça arrive au niveau provincial, bien sûr aussi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une espèce de confiance. C'est l'année dernière, les Québécois, mais en fait les Canadiens, puisque c'était au niveau fédéral, ont voté pour une personne qui leur semblait être la plus à même de négocier avec Donald Trump et de gérer la question des tarifs. Les tarifs. Les tarifs. Est-ce que, après ça, est-ce qu'il fait un bon travail, Mark Carney, depuis qu'il est là? Il n'y a rien de parfait, mais juste de manière générale, là. Moi, je te dirais que pendant longtemps, je ne me sentais pas représenté au niveau fédéral. Et je dois t'avouer que Mark Carney, je me sens représenté. Moi, j'étais un peu orphelin. Donc, je n'étais pas libéral fédéral, je n'étais pas conservateur fédéral. Je savais que je n'étais pas néo-démocrate ou bloquiste. Ça, je le savais. Mais donc, tu sais, je t'avoue que le positionnement... J'étais fâché un petit peu concernant le gouvernement Trudeau. Là. À un moment donné, j'étais un petit peu écœuré, comme beaucoup de gens. Mais je t'avoue que Mark Carney, c'est quelqu'un que je trouve sait faire au niveau économique, sait faire au niveau des réseaux internationaux qui n'ont jamais été aussi important aujourd'hui. C'est quelqu'un qui connaît très bien l'Europe, quelqu'un qui connaît très bien l'Amérique, puis on est un peu à cheval entre ces deux mondes-là, dans une période qui est très trouble, les tarifs de Trump, les deux guerres au Moyen-Orient, la guerre en Europe, Ukraine-Russie. La montée de la Chine comme puissance mondiale. Et on en passe. Ouais, ben justement, c'est... fait que, dans ce sens-là, est-ce que, du point de vue du Québec, si on regarde objectivement, Mark Carney est présentement un... Est-ce que c'est bon pour le Québec que Mark Carney soit? Alors encore moi, avec l'information qu'on a, puis nos lentilles. Là, voilà, avec nos lentilles. Donc, moi, je vais te dire oui, parce que moi, je crois dans un Québec fort, dans un Canada fort aussi et uni, où on a besoin... Tu sais, c'est là que ça prend tout son sens de manière rationnelle que le Québec fasse partie du Canada. C'est que le Canada est capable de faire des alliances à peu près partout parce que c'est une puissance moyenne plus. On n'est pas une grosse puissance, loin de là, mais on a des atouts, clairement. Et le Québec peut tirer avantage justement du Canada, de ce que fait le Canada. Donc, par exemple, les accords de commerce et de sécurité et de défense auxquels participe ou va participer le Canada avec les Européens, ben, ça va avoir un impact très positif sur, par exemple, l'aéronautique, puisqu'on est bon en aéronautique dans la grande région de Montréal. Qui parle de défense, parle pas juste d'aéronautique, parle aussi aujourd'hui d'intelligence artificielle. Il se trouve qu'on est très bon en intelligence artificielle. Puis j'en passe, hein, il y a d'autres éléments. Donc oui, il y a des choses qui sont très importantes. Tu sais, veux pas, là, au-delà de l'émotionnel, parce que je pense que les Québécois, on peut aussi revendiquer beaucoup de choses au Canada au-delà d'un certain confort. Au-delà de ça, moi, je pense que être 8-9 millions nous affaiblit sur la scène mondiale, alors qu'à l'intérieur du Canada, on peut jouer un rôle de locomotive, de leadership et faire en sorte que nos entreprises québécoises rayonnent partout dans le monde. Ça fait justement une belle transition vers ma question où on est plus précisément en train de souvent comparer des chefs et chefs, si on veut, de partis. Et en ce moment, presque tous nos partis ont des situations de chefferie un peu pas claires. Là, on s'entend, là, je veux dire, le Parti libéral du Québec, je ne sais même pas si on... Oui, ils ont un chef. C'est réglé, là? Oui, c'est réglé. Parfait. C'est Charles Milliard. OK. Parfait. Fait que là, ils ont Charles Milliard qu'on connaît peu, quand on est hors de l'aspect. Moi, je n'ai pas ton exposition à tout ça. Fait que pour moi, c'est juste quelqu'un que j'ai vu sur Facebook.
ou sur Instagram, ou bref, je suis au courant que Charles Miller existe et maintenant tu me confirmes qu'il est chef. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec la CAQ, mais je sais que François Legault a démissionné. Donc, on a... Techniquement, est-ce qu'on a un premier ministre en ce moment? Oui, on a un premier ministre. Il a juste décidé de ne pas se représenter aux prochaines élections, a déclenché une course à sa succession à la tête de la coalition Avenir Québec. Sauf que dans notre système à nous, le chef d'un parti au pouvoir est le premier ministre. Donc, là, il y a deux candidatures pas qui se dessinent, là, mais c'est les deux candidatures là, que les caquistes vont choisir leur chef le 12 avril. C'est entre Madame Christine Fréchette, anciennement ministre de l'Économie et de l'Énergie, et avant ça encore de l'Immigration, et Bernard Drinville, qui, lui, était ministre de l'Environnement, avant ça, ministre de l'Éducation, anciennement ministre de Pauline Marois au Parti québécois, qui était ministre essentiellement des réformes, de la réforme démocratique et de la charte des valeurs de la laïcité. Là, il a été chroniqueur, pour revenir à notre point de début. C'est un ancien journaliste de Radio-Canada, même si c'était une société d'État fédéral, il est allé avec le Parti québécois, qui est un parti souverainiste. Mais quand il a quitté sa job de journaliste, il ne pouvait pas revenir comme journaliste, parce que ça y est, là, il a mis ses couleurs de l'avant. Son biais était connu maintenant. Et donc, était devenu chroniqueur au 98.5 FM à Montréal, où il occupait une place de choix là, sur l'heure du midi. Non, je m'en souviens, j'avais des clients qui passaient justement à l'émission. Fait que c'est pour ça que je me disais, attends, mais il était chroniqueur. Et avec ça, on a aussi en ce moment au Parti québécois, qui est Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est techniquement le chef qui est là depuis le plus longtemps. Maintenant, c'est le chef qui est en résidence depuis le plus longtemps, dans le contexte où François Legault se présentera, ne sera plus chef de son parti. Là. C'est vrai. En fait, tu me le fais remarquer. En fait, des chefs qui vont être au prochain débat des chefs durant les élections, c'est effectivement le plus expérimenté. Il aura été là en 2022 et là, de nouveau en 2026. Et oui, effectivement, alors c'est drôle à dire, mais il va être... C'est le vétéran. C'est le vétéran. Mais... C'est le vétéran dans sa position de chef. C'est le vétéran dans sa position de chef. Mais en fait, c'est même le vétéran au niveau politique, quoique peut-être au niveau de Québec solidaire, qui techniquement n'ont pas de chef. Québec solidaire, ils ont un système un peu à part. Là, on appelle ça des co-porte-parole, mais ça prend toujours une personne pour jouer le rôle du chef, qui est Rouba Gazal, qui, elle est élue depuis plus longtemps que M. Saint-Pierre Plamondon. Mais disons que parmi les prétendants au pouvoir, oui, Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est le plus expérimenté, non seulement dans sa position de chef, mais aussi en sa position d'élu. Charles Milliard s'est même jamais fait élire. Au moment où on se parle, a toujours pas de siège au Parlement. Il se présentera dans le comté de Orford, dans les cantons de l'Est, aux prochaines élections, donc en octobre 2026. En écoutant littéralement ce qu'on vient de dire, je suis en train de me dire, c'est pas du tout évident de faire un peu de sens dans tout ça, puis justement d'orienter. Fait que, si on, à la lumière de tout ça, puis juste souligner à quel point ton habileté de ta maîtrise, finalement, de l'enjeu. Je veux juste souligner à quel point ta maîtrise de l'enjeu et des détails autour de ça et de l'historique de tout ça mais m'a toujours fasciné. Il m'a toujours très impressionné. Juste parenthèse, là, mais je suis comme, wow! Écoute, je vais prendre le compliment, mais juste pour te dire... il y en a d'autres, évidemment, des gens qui ont cette compréhension. Je dirais pas une maîtrise. On n'est jamais vraiment en maîtrise de ce genre de... Tu sais, c'est la politique ou les sciences humaines, d'une manière générale, par définition, c'est imprécis. Là, c'est subjectif. C'est subjectif. Ouais. Mais bon, ensuite, lorsque la chose publique nous intéresse, c'est sûr qu'à un moment donné, on s'y plonge et on est capable de faire les différents liens entre les différents sujets. Ceci étant dit, Salim, ça nous ramène à la question originale. C'est à la lumière de tout ça, de ce qu'on vient de découper, je me base sur quoi comme pour voter? Je fais quoi? Comment je fais du sens dans tout ça? Parce que là, justement, on parle de justement le leadership et tout ça, mais le leadership est très
volatile en ce moment ou à confirmer. Puis si oui, c'est des nouveaux chefs, c'est pas des gens qui sont chefs depuis longtemps, c'est des situations, les partis qui sont dans un terrain moins connu, c'est-à-dire qui peuvent pas se baser uniquement sur ce qui a été historiquement leur philosophie ou choses comme ça. Fait que moi l'électeur qui n'a pas ta connaissance et tout ça, et qui peut pas t'appeler sur ton téléphone et me dire « Salim, je vote pour qui? » Comment je fais? Tu sais, la version TVA, là, la version Ultra Express. Ouais. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui nous préoccupe? C'est-à-dire, le matin, Bernard, là, qu'est-ce qui te préoccupe? Est-ce que c'est l'emploi, l'économie, si, admettons, tu as une petite business, admettons? Est-ce que c'est la santé, la tienne, celle de ta famille, de tes enfants, de tes parents, parce qu'on a une société vieillissante, donc forcément, ça peut être un enjeu pour bien des gens. Ça l'est. Ça l'est, effectivement. Puis, tu sais, qu'est-ce qui te préoccupe le matin, là? Et qui, parmi les politiciens qui se présentent à toi, semble répondre à cette préoccupation? Il y a des gens là qui vont te dire, écoute, moi, ce qui me préoccupe le matin, c'est de disparaître comme peuple parce que je trouve qu'il y a trop d'immigration. Puis là, j'ai l'impression qu'au Québec, on va plus s'appeler Québec, on va s'appeler Québékistan. Enfin bref, il y a des gens là qui pensent comme ça. Là. Ça arrive. En tout cas, moi, je vois pas ça arriver, là, mais qu'importe. Il y a du monde qui voit ça comme ça. Puis, écoute, c'est ça qui te préoccupe. Essaye de voir qui répond à ça. Tu sais, je veux dire, qui va te dire que, ben non, tu sais, moi, il y a juste la culture et l'éducation, juste la culture et l'identité qui m'importe. Écoute, si c'est ça, il faut choisir comme ça. Moi, je pense, à un moment donné, il faut mettre 80... Ça, c'est moi qui parle. Là, tu sais. Il y a 80% de rationalité, puis un 20% d'émotionnel là-dedans. Tu sais, ça sera jamais parfait. Puis il y en a pas. Tu y vas avec le 80-20? Oui, j'ai dit ça un peu au hasard, 80-20. Là, tu sais, c'est peut-être 75-25. Oh, oui, mais c'est... Non, mais pourquoi je dis ça? Parce que quand on vit l'époque qu'on vit en ce moment, c'est-à-dire un monde qui, depuis 1945, on connaissait un monde, puis que ce monde-là est en train de changer. Ouais. Puis ce monde-là, en changeant, a un impact sur nous, notre économie, notre façon d'être, name it, ben des affaires, tu sais. On est en droit de se préoccuper parce qu'on ne sait pas trop. Regarde, là, il y a une guerre en Iran, puis ce matin, j'ai mis du gaz dans mon char, puis j'ai vu qu'il y avait un bond entre la semaine dernière où je l'ai mis, puis maintenant, il y avait comme 20-25 sous de différence, là, tu sais, par litre. T'sais. OK. Ah ouais, hein? Je sais pas, quelque chose comme... Ouais, je pense que, honnêtement, il était à 38... À 1,38, puis là, je l'ai payé à 1,62, là, environ. OK, là. Quand même. Bon, à moins que je me souffre avoir, là, mais en tout cas, c'est ça. Mais, tu sais, il y a un impact, ce qui se passe. Fait qu'à un moment donné, conserver tes acquis, c'est un choix rationnel. Mais attention, un acquis lui-même peut être émotionnel, dans le sens que, tu sais, les gens, ils croiront pas, puis j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus, c'est un peu compliqué, mais l'histoire du 51e État l'année passée, là, avec M. Trump, là, sur le Canada, etc., là, tu sais, ça touche l'identité des gens, comme Canadiens ou comme Québécois, là, tu sais. Évidemment, il y a des gens qui vont me dire arrête de rêver, là, Salim, ça n'allait jamais arriver, c'était juste de la provocation. Peut-être. Mais tu sais, à un moment donné, tu prends ça au sérieux, un temps soit peu, parce que ne pas prendre ça au sérieux, c'est aussi être un peu déconnecté de ce qui est en train de se passer dans le monde. Ça touche ton identité. Donc, ton choix rationnel, il couvre aussi une partie de ton choix émotionnel qui est le français comme langue québécoise, la culture québécoise, l'identité québécoise, les valeurs québécoises. Donc, c'est aussi ça, se défendre. Donc, la question, c'est est-ce que tu défends ton côté émotionnel par un autre côté qui est plus rationnel? Moi, je pense que ça vaut la peine de le voir comme ça. Mais en même temps, je ne veux pas non plus mettre de côté l'émotionnel non plus. Parce que ça fait partie de nous. Ben oui.
Ça fait partie de nous. Il y a personne qui... Tu sais, il y a des gens, tu leur dis, écoute, es-tu d'accord? Regarde, je te garantis une job à, je sais pas moi, 100 000 et plus, là, une bonne job, là, peu importe c'est quoi le salaire, là, mais une bonne job, puis tu parlerais plus français. Ben là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu vas choisir entre ton père et ta mère. Tu sais, à un moment donné, tu sais, je veux dire, ça n'a pas de sens. Tu sais, je veux dire, non, moi, je la veux, la bonne job, puis je veux travailler en français, vivre en français, puis je veux que le français reste une part significative de mon identité. Tu sais, c'est un peu normal. Alors, moi, je pense que, contrairement à ce qu'on peut penser, le rationnel défend aussi une partie des questions émotionnelles. Fait que, dans ce contexte-là, j'avais noté tantôt, quand on parlait des grands piliers, on parlait de santé, éducation, économie. Ouais. Puis là, quand on parlait, oui, le côté immigration, mais d'un point de vue émotionnel, ça me donne envie d'ajouter le côté culture, peu importe ce que ça peut vouloir dire aux gens. Fait que est-ce que ça serait fair de dire que, quand tu dis la première des choses pour se faire une tête, c'est de se poser la question, mais c'est toujours le fun d'avoir des... moi, j'appelle ça des boîtes. Fait que, tu sais, d'avoir ces 4 boîtes-là, est-ce que tu dirais, si on est capable de juste se poser une question sur ces 4 piliers-là, ces 4 boîtes-là, on est déjà mieux en mesure de dire, ben si ça, tu sais, voici ce que je pense de santé, éducation, économie et culture. Oui. Puis ensuite, de peut-être voir, bon, ben, quel message résonne le plus avec moi, puisqu'on y va avec l'information qu'on a. C'est une belle façon simple de résumer ça. Moi, je pense que oui. Sincèrement, je pense que oui. Ce sont les missions de l'État québécois les plus évidentes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais ce sont les plus évidentes, je crois, les plus importantes. Il y a même certains sondages qui montrent un peu où se trouve l'intérêt des Québécois. Et par exemple, on a bien beau parler des questions émotionnelles à la télé, dans les médias, dans les journaux, etc. Tu te rends compte rapidement que dans les sondages, la santé, l'éducation, le logement font partie des priorités. Alors, puis là-dedans, évidemment, tu sais, quand on parle de santé, on parle aussi de services sociaux, donc aussi l'aide aux personnes âgées, nos aînés. Là, c'est extrêmement important. Tu sais, on juge. Moi, en tout cas, personnellement, je juge les sociétés de la manière dont ils traitent leurs aînés. Là, tu sais, c'est extrêmement important. Alors, oui, qu'est-ce qui te préoccupe et quel est le message qui répond le plus? Tu pourrais me dire, oui, mais Salim, tous les politiciens ils vont dire que c'est important pour eux, l'économie, la santé, l'éducation. Effectivement. Mais c'est lequel qui résonne le plus en lien avec tes préoccupations, de un. Puis deux, pose-toi aussi la question. Si un politicien te dit c'est important pour lui l'éducation, mais qui passe 36 jours de campagne électorale à parler de tout sauf d'éducation ou un tout petit peu, pose-toi des questions, c'est peut-être pas si important finalement. Par contre, quelqu'un qui le met au cœur de ses priorités, puis qui explique comment l'éducation, c'est important pour tout le reste, parce que quand tu as une bonne éducation, tu es capable... généralement, les personnes... C'est plate ce que je veux dire, mais c'est vrai, mais généralement, le niveau d'éducation permet à des gens aussi d'être en meilleure santé, tu sais, parce que... Enfin, bref, évidemment, il y a d'autres éléments là, bien sûr, mais... c'est quand même important. Puis l'éducation, c'est l'économie aussi. La première... À terme, oui. Oui, mais c'est sûr. C'est sûr. L'éducation, c'est tout. L'éducation, honnêtement, là, l'état de santé d'une société, là, je ne parle pas des personnes, ça commence par l'éducation. Regarde que c'est bien dit. C'est bien dit. Salim, j'aimerais ça connaître quelques trucs à ton sujet qui sont un petit peu plus... un peu moins politisés. OK. Un peu moins politisés. Puis je continuerai pendant des heures. Fait qu'au pire, on recommencera Quand tu veux. plus tard. Mais tu sais, j'aimerais savoir, dans ton expérience récente, tu sais, justement, quelque chose qui devrait être, parlant de l'éducation, quelque chose qui devrait être enseigné à l'école, mais qui ne l'est pas. OK. Idéalement, je t'aurais répondu l'histoire de manière à ce qu'on ne répète pas les erreurs de guerre, notamment dans le passé. Parce que de plus en plus, dans la société, il y a de moins en moins de personnes qui ont connu la guerre ou qui l'ont vécue. Donc, moi, idéalement, ça aurait été ça ma réponse, mais je vais t'en donner une autre. C'est l'entrepreneuriat. Un point qui me touche. L'entrepreneuriat, et je vais te faire ça très simple.
Je vais te faire ça très simple. Parce que quand tu apprends aux jeunes, dès l'école primaire, à entreprendre, tu leur permets de choisir n'importe quoi plus tard dans la vie. Pourquoi? Parce que c'est soit ils comprennent comment les entreprises et les organisations fonctionnent un tant soit peu, puis ils vont peut-être s'en aller là-dedans, là, l'administration et tout. Même, c'est une initiation même à des grandes entreprises. Mais admettons que c'est pas en tout ce qu'ils veulent faire. T'sais, admettons, ils veulent être, je sais pas moi, joueur de hockey. Mais tu sais, un joueur ou un sportif, là, une carrière de sportif, ça veut dire quoi, 12 ans? 15 ans peut-être, je sais pas. Si tu poses vraiment la question, la moyenne est 5. 5, bon, ben regarde, voilà, ben, regarde, 5 ans. Tu sais, savoir un peu se gérer. Tu veux être, regarde, admettons, tu veux même être musicien. C'est fantastique, on devrait en avoir plus, là, des musiciens, là. Tu veux être musicien, mais tu sais, un musicien, c'est bien beau, mais il faut quand même que tu gagnes ta vie. Donc, être en mesure de voir comment, d'un point de vue entrepreneurial, tu peux tirer des sous, des revenus. En fait, la beauté de l'entrepreneuriat, c'est que tu crées ton propre emploi dans un monde où les emplois ne veulent plus rien dire. Tu sais, restructuration, bang, voilà, 250 emplois perdus dans telle entreprise. Tu sais, l'intelligence artificielle arrive, boum, des gens qui ne pourraient plus jamais retrouver un emploi. Tu sais, sauf que quand tu développes ton côté entrepreneurial, tu développes aussi ton petit côté innovant et tu trouves les bonnes choses. Ma fille récemment, une de mes filles me disait récemment, elle voulait être autrice, écrire des livres. Formidable. OK, fine. Mais il faut aussi savoir qu'être auteur, il faut pouvoir les vendre, tes livres. C'est pas juste les écrire. Tu sais, c'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a des éditeurs, etc. Oui, mais il faut... C'est de la business. C'est de la business. En fait, tout est business. C'est mieux que ça. Celui ou celle, souvent des gars d'ailleurs, qui vont moins à l'université, au cégep et à l'université, là, mais qui feront pas nécessairement de longues études. Ben, s'ils développent un esprit entrepreneurial, ils vont trouver leur voie. C'est bien dit. C'est bien dit. J'aime donc bien ça. Puis c'est la première fois qu'on me répond celle-là en passant. Salim, une citation qui t'a marqué ou qui te revient souvent? Qui m'a marqué et qui me revient souvent. Moi, j'étais fan de Kobe Bryant, le joueur des Lakers, malheureusement décédé dans un accident d'hélicoptère il y a quelques années. Et il disait, en anglais, c'était « If you don't believe in yourself, nobody else will ». Et ça, je l'ai appris quand il a été drafté environ à 18 ans par les Lakers. Puis si ma mémoire est bonne, on était aux alentours de 1998-1999, un truc dans le coin du 2000, là, ouais. Ouais, c'est ça. J'avais entre 13 et 15 ans. Et à l'époque, en plus, je parlais pas anglais. Mais c'était une phrase qui m'avait marqué et que je me redis à l'occasion quand j'ai besoin de me cheer up, comme on dit. J'aime bien ça, j'aime ça. Il y en a sorti des belles, honnêtement, Kobe Bryant. Là. Il doit y en avoir d'autres. C'est comme ça. Ton achat de quelque chose de normal, ton achat normal avec le plus haut ROI ces dernières années. Avec de retour sur investissement ces dernières années. C'est pas obligé d'être à gros profit, peu importe comment tu vas définir, toi, ton retour sur investissement, ton ROI, mais ton achat récent qui a eu pour toi le plus gros ROI. Bon, ça va être un peu plus plate que mes peut-être deux premières réponses, mais honnêtement, là, c'est les blocs de charge pour téléphone cellulaire. Là. Ouais. Oui, j'en ai un depuis peu. Écoute, c'est parce que on ne peut pas se permettre aujourd'hui de ne pas avoir accès à son cellulaire, pas pour aller sur Facebook. Ça, je suis capable de ne pas vivre avec Facebook quelques jours, là, ça, c'est pas le problème. Mais, tu sais, mes contacts.
entrer en contact avec du monde, mais une prescription de médicaments ou autre, payer son parking, n'importe quoi. Puis là, y a-t-il quelque chose de plus plate que de ne pas avoir de la batterie, sachant qu'un téléphone te sert à tellement d'autres choses? Parfois, je suis dans mon auto, il m'arrive de faire des rencontres avec des clients depuis mon auto parce qu'on manque de temps parfois dans une journée. Donc, ça consomme. Donc, si je n'étais pas en mesure de... Hey, j'aime ça. C'est Jandos. J'en ai un depuis peu. Il est magnétique en plus. Ouais, oui, tu vois. Ah, ça c'est... Non, Jandos, j'aime vraiment ça. Un sujet ou un concept important sur lequel tu as changé ton fusil d'épaule ces dernières années. Ou une croyance. Ouais. Honnêtement, là, celle-ci est très complexe parce que d'une manière générale, moi, je suis quelqu'un qui est quand même assez fidèle à ses principes. Donc, c'est rare que je change. Mais tu sais, à un moment donné, la vie peut t'amener à essayer de voir les choses un peu différemment. Mais moi, je travaille beaucoup sur moi, sur une affaire, c'est que le bonheur, c'est pas censé être une destination. Le bonheur, ça doit être une trajectoire. Parce que si t'es pas heureux un peu tous les jours, il n'y en aura juste pas de bonheur. Donc, alors que moi, j'ai toujours couru après le bonheur, couru après une job que je voulais, couru après, je sais pas moi, quelque chose qui me tenait à cœur. Et là, je me rendais compte que finalement, quand je l'obtenais, la satisfaction n'était pas finalement à la hauteur de mes attentes. Tu veux quelque chose vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très fort. Puis là, quand tu l'obtiens, c'est presque banal. Ouais, c'est comme si... Et puis là, tu te rends compte, puis surtout quand tu as des enfants, moi, je débuté dans la quarantaine récemment, là, tu te rends compte que le temps passe très vite. Ouais. Et tu n'as pas le temps de viser le bonheur parce que... regarde, tu pourrais gagner à la loterie à 82 ans, 40 millions de dollars, là. Ben, tu seras peut-être millionnaire finalement, là. Puis toi, tu pensais que le bonheur, c'était d'être millionnaire. Oui, mais c'est parce que tu n'as même pas le temps ou l'énergie ou la force ou peu importe quoi d'en profiter. Donc le bonheur, c'est une trajectoire. C'est pas une destination. Et j'essaye, et c'est un peu, je vais pas dire, oui, c'est un peu contre nature, mais j'essaye de me battre contre ça. Puis j'essaye de me dire, non, c'est pas vrai que le bonheur, c'est d'atteindre quelque chose. Le bonheur, c'est ce que tu essayes de faire tout le temps. Il y en a qui disent « love the process ». Oui, c'est bien dit ça. Le grand philosophe Mike Tyson, d'ailleurs. Sans face. Tu parlais, j'aime vraiment ça. Puis ça a été un constat aussi de mon côté. C'est effectivement, comme ça touche même à la dopamine puis à tout ça. Là, oui. C'est-à-dire, il dit en anglais, là j'ai pas trouvé la bonne traduction encore, mais il dit la dopamine, ce qu'on a découvert, c'est que it's not the pursuit of happiness. Donc, c'est pas la recherche du bonheur, c'est le bonheur de la recherche. Ouais. Aime le process. Exactement. Justement, pour citer Kobe Bryant, qui vient de me revenir à l'esprit par rapport à ça, c'est dit je contrôle pas ce que je vais être, ce que je vais faire dans 5 ans, je contrôle aujourd'hui. Fait qu'à la fin de chaque jour, je me demande est-ce que je me suis amélioré sur une affaire aujourd'hui? C'est ça. C'est pas facile. C'est pas... Puis, non, tu marques pas un but à chaque match, comme dirait l'autre. Non. Sauf si t'es Kobe Bryant. Ah, ça. Salim, si je veux en savoir plus sur toi, ou si je veux suivre tes choses, ou si je veux trouver plus d'informations, ou si je veux te poser des questions, où est-ce que les gens peuvent te trouver? Où est-ce que les gens peuvent te suivre? Je pense que c'est pas compliqué. On peut aller sur LinkedIn. On peut me trouver sur LinkedIn. On peut me trouver un peu sur Instagram. Là, je ne suis pas nécessairement suivi par beaucoup de monde, mais il y a quelques personnes là qui me suivent, puis on peut me contacter là. Mais LinkedIn, c'est sans doute la meilleure façon. Sinon, il y a mon podcast à moi, Politiquement parlant, que je co-anime avec mon ami Georges Tsantrizos. Et on parle de politique, mais surtout, on reçoit beaucoup d'invités. C'est-à-dire, vous avez des invités de qualité et de taille, là. Écoute, tous les partis politiques, tout palier de gouvernement confondu, et on discute avec eux. En fait, le seul objectif de ce podcast-là,
c'est de réconcilier un petit peu le monde, les gens, donc, avec la politique. Donc, on parle de choses sérieuses sans se prendre trop au sérieux. Je pense que c'est comme ça qu'on peut me joindre ou me suivre un peu. Parfait. Donc, puis ça, c'est disponible sur Spotify, je pense aussi sur YouTube, et puis on le voit aussi sur Facebook. Donc, exactement. En fait, sur toutes les plateformes audio et sociales, on est disponible Spotify, Apple Podcast, Amazon. On est sur toutes les plateformes. OK. Donc, Salim Idrissi, consultant en affaires publiques, anciennement conseiller politique, chroniqueur et podcasteur sur le sujet. Oui. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci de l'invitation.